On attaque? C'est tout bon? Alors bonjour à toutes et tous, donc, je m'appelle Vincent Perrier, je suis maître de conférence au laboratoire de géologie de Lyon au sein de l'Observatoire des sciences de l'univers de Lyon, l'OSU que vous avez en bas à droite, et donc c'est a priori la deuxième conférence du cycle ressources géologiques au service de la société. Vous voyez que j'ai rajouté un petit ou pas à la fin pour cette conférence particulière, parce que les combustibles fossiles sont pas forcément toujours très positifs pour notre société, en tout cas ils le sont de moins en moins aujourd'hui. Moi je suis paléontologue, assez loin finalement des questions énergétiques, mais il y a quelques années j'ai mis le doigt dans un engrenage qui m'amène à donner beaucoup de cours sur ces questions-là à l'université, et notamment sur les différentes énergies, la transition énergétique et la décarbonation de nos modes de vie. Donc le cours va être organisé en 4-5 grandes parties. Je vais commencer par vous présenter pourquoi les combustibles fossiles sont un problème. Ensuite, on ira regarder un petit peu d'où ils viennent, qu'est-ce que c'est, à quoi ils servent, quelles sont les consommations, productions, réserves mondiales. Et puis, dans la deuxième partie, on explorera un petit peu quelles sont nos alternatives. Comment on va pouvoir faire, peut-être un jour, pour sortir de ces combustibles fossiles. Donc pourquoi c'est un problème ? Donc vous n'êtes pas sans savoir que les températures terrestres se réchauffent à une vitesse vertigineuse depuis à peu près 200 ans. Donc à droite, vous avez une courbe qui vous montre la température depuis à peu près l'an 0. Vous voyez que jusqu'en 1800, ça varie de plus ou moins 0,5 degrés. On voit la moyenne en noir et puis les variations annuelles en gris. On était plutôt sur un refroidissement entre en gros l'an 1000 et les années 1800. Et puis, depuis 1800, on est sur une augmentation exponentielle des températures très rapide. On est, où on était en tout cas l'année dernière, l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec plus 1,5 degré par rapport aux températures pré-industrielles. Cette augmentation de température, on peut la relier directement à l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les 3 gaz à effet de serre principaux, vous les avez ici, le CO2, dioxyde de carbone, dont la concentration a été multipliée par 2 dans l'atmosphère, le méthane, CH4, dont la concentration a été multipliée par 4, et l'oxyde nitreux, N2O, dont la concentration a été multipliée par 1,5. Si on regarde en termes de pouvoir réchauffant ou d'intensité du réchauffement, le CO2 à lui tout seul va rendre compte d'à peu près 75% des 3/4 du réchauffement qu'on a à l'heure actuelle. 17% pour le méthane, 6% pour le protoxyde d'azote. Et puis à droite, vous avez les gaz fluorés, les gaz qu'on va retrouver dans les frigos et les data centers, par exemple. Donc le CO2, c'est lui qui va nous intéresser principalement aujourd'hui. On va parler aussi un petit peu de méthane, parce que le fameux gaz naturel, c'est du méthane lui aussi. Donc si on regarde l'évolution de cette concentration en CO2 dans l'atmosphère depuis très longtemps. Alors là, on est sur une courbe, on part de 1979. Sur la courbe de gauche, qui bouge en verticale comme ça, vous avez les différentes stations qui enregistrent la concentration au CO2 dans l'atmosphère. Le point bleu est en Antarctique, vous pouvez le retrouver sur la carte qui est ici. Le point rouge est à Hawaï, vous pouvez aussi le retrouver sur la carte. Et puis vous voyez tout plein de stations qui enregistrent ces concentrations en CO2 un petit peu de partout. Donc notre courbe, elle est partie de 1979. Elle va aller jusqu'en 2019 ou 2021, je ne me souviens plus exactement jusqu'où elle va. Et vous voyez qu'il y a 2 courbes. La courbe bleue, c'est les enregistrements en Antarctique, et la courbe rouge, c'est les enregistrements à Hawaï. Et vous voyez, et sur la courbe de droite et sur le diagramme de gauche, que ça bouge beaucoup plus à Hawaï qu'en Antarctique. Ce cycle qu'on peut voir de montée et de descente sur la courbe rouge ici, qui est assez accentué, il est lié au développement et à la mort des grandes forêts de l'hémisphère nord qu'on va retrouver au nord du Canada et au nord de l'Eurasie. En été, les plantes font de la photosynthèse, donc elles vont avoir tendance à pomper un petit peu du CO2 dans l'atmosphère. En hiver, elles vont simplement respirer et elles vont réémettre ce CO2. Donc vous voyez qu'on est sur une belle augmentation. On a commencé le diagramme aux alentours de 340 ppm, qui est une concentration. On est monté jusqu'à 410, on est à 424 en 2019. Donc là, on dézoome, on va remonter dans le temps. Donc là, c'est la courbe historique de Hawaï, la courbe de Keeling, qui commence en 59. Donc là, on est sur des observations. Et là, on passe sur des données qui proviennent de carottes de glace. Quand la glace se forme, elle va emprisonner des petites bulles d'atmosphère. Et on peut, en faisant fondre cette glace, retrouver ces petites bulles et calculer la concentration en CO2 à ce moment-là.
Donc là, on était sur des données qui venaient du Low Dome en Antarctique, et là, on est sur une autre carotte qui vient aussi d'Antarctique, qui vient de Vostok. Vous voyez que ce CO2, il varie de manière cyclique. On va avoir ici ce qu'on appelle les périodes glaciaires, interglaciaires, glaciaires, interglaciaires. Et au cours des derniers 800 000 ans, on a eu ces variations glaciaires-interglaciaires espacées de l'ordre de 100 à 200 000 ans, assez régulièrement. Quand on regarde cette courbe et qu'on s'arrête dessus, donc en période interglaciaire, on est dans un monde qui est couvert de forêts. L'Eurasie est couverte de forêts, l'Amérique du Nord est couverte de forêts. Et en période glaciaire, une partie de ces forêts disparaissent pour laisser de la place à la toundra ou à des grands islandis, des grandes calottes polaires, qu'on va pouvoir retrouver pratiquement jusqu'à Lyon aux périodes glaciaires, comme il y a à peu près 20 000 ans. Et vous voyez qu'on a une succession de périodes glaciaires-interglaciaires au cours des derniers 800 000 ans. Donc on a ces cycles qui, aujourd'hui, sont un petit peu remis en cause. C'est-à-dire que ici, on a une variation d'à peu près 5 degrés d'écart, 10 degrés en moyenne sur la surface de la Terre pendant les périodes glaciaires, 15 degrés pendant les périodes interglaciaires. On peut se demander où va nous amener ce CO2 qu'on a émis de façon absolument exponentielle dans l'atmosphère au cours des dernières décennies. Donc on est aujourd'hui à plus 1,5 degré, mais le CO2 est un gaz qui va rester longtemps dans l'atmosphère, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Et en fait, tout ce qu'on envoie dans l'atmosphère va rester là pendant une longue période de temps. Donc si on veut savoir un petit peu à combien de degrés on va monter, on peut regarder les différents scénarios du GIEC. Alors j'ai choisi une figure volontairement un petit peu compliquée, qui vous prend ici le climat au cours des derniers 65 millions d'années, pour vous montrer qu'on est plutôt dans une période froide. Donc là, vous avez en millions d'années, ici toujours en millions d'années, mais il y a un petit zoom sur les 5 derniers milliers d'années. Ici, on passe en milliers d'années, 400 000 ans, 200 000 ans. 20 000 ans, c'est la dernière période glaciaire. Ici, vous voyez les cycles glaciaires interglaciaires que je vous ai montrés juste avant. Et puis là, on rentre dans l'Holocène, il y a à peu près 10 000 ans. Et vous voyez qu'on était plutôt sur une température ici et des quantités de CO2 dans l'atmosphère qui étaient assez stables. Et depuis la révolution industrielle, depuis 1850, le CO2 augmente et la température augmente par la suite. Alors ce que j'aime bien avec ce diagramme, c'est que déjà les projections du GIEC ne s'arrêtent pas en 2100. Elles s'arrêtent en 2300 ici, parce que on n'est pas là pour que en 2100 tout s'arrête. Donc l'idée c'est que notre espèce puisse perdurer un petit peu plus longtemps à la surface de notre planète. Et donc, quand on poursuit les projections du GIEC jusqu'en 2300, vous voyez que le scénario 2,6 nous limite à plus 1, plus 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Le scénario 4,5 nous amène pratiquement à 5 degrés, entre 4 et 5 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Et le scénario 8,5, qui est un petit peu irréaliste parce qu'il faudrait qu'on brûle encore plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui tous les combustibles fossiles, nous amènerait quand même à une moyenne d'à peu près 10 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Donc plus 4, plus 5, plus 10 degrés, comme ça, sur le papier. Demain, il va faire 10 degrés de plus qu'aujourd'hui, je vais mettre une petite veste en moins. Alors ça, c'est ce qu'on peut se dire, ça c'est plutôt la météo. En termes de climat, 5 degrés d'écart, de plus, on ne sait pas trop à quoi peut ressembler le monde. Vous voyez que la dernière fois où il a fait plus 5 degrés par rapport à l'actuel, c'était il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Par contre, on sait très bien à quoi ressemble un monde à moins 5 degrés par rapport à aujourd'hui. C'est le monde d'il y a 20 000 ans, des dernières périodes glaciaires, avec des déserts polaires au nord, de la steppe de la toundra en Europe centrale, et puis de la steppe sèche en Europe du Sud. 3 km d'épaisseur de glace sur la Scandinavie, on peut traverser la Manche à pied, parce que toute cette glace accumulée sur les continents a fait diminuer le niveau marin de 120 mètres. Cela dit, pas grand-chose à aller voir de l'autre côté de la Manche parce qu'en Angleterre et au Royaume-Uni en général, on est aussi sous la glace à ce moment-là. On estime qu'avec la productivité primaire, donc la quantité de plantes et donc d'animaux qui peuvent s'en nourrir en Europe il y a à peu près 20 000 ans, ce climat aurait permis de faire survivre à peu près 100 000 humains. Plus 5 degrés, c'est le monde qu'on connaît aujourd'hui, des forêts boréales au nord, des forêts tempérées au milieu, des forêts méditerranéennes au sud.
vous voyez que le monde est quand même sacrément différent, et on n'est pas 100 000 en Europe aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 2, 3, 400 millions d'habitants. Ça, c'est grâce à ce climat propice qui permet de faire pousser beaucoup de végétation et de nous nourrir notamment. Donc ce CO2, d'où est-ce qu'il vient? Donc on va essayer d'explorer un petit peu les sources de CO2. On va y aller rapidement, parce que certains d'entre vous ont vu le cours sur l'énergie de climat et transition. Ce CO2, il vient à 90% de la combustion de ressources fossiles. 41%, c'est la combustion du charbon, 32% la combustion de pétrole, 21% la combustion de gaz naturel, plutôt gaz fossile en l'occurrence. Il manque sur ce diagramme la déforestation et la combustion de la biomasse, qui sont des choses très difficiles à évaluer en termes de quantité, surtout au cours du temps, au cours des derniers 220 ans, comme vous l'avez ici. Quoi qu'il arrive, plus de 90%, 94% exactement, des émissions de CO2 anthropiques aujourd'hui sont liées aux combustibles fossiles. Et donc clairement, d'un point de vue climatique, notre plus gros problème, c'est ça. Donc si on veut essayer de limiter l'augmentation des températures à plus de degrés, qui est le scénario que la France a signé en ratifiant les accords de Paris en 2015, il va falloir, donc ici vous avez une figure du GIEC qui vous montre en abscisse la quantité cumulée de CO2 émis par les activités humaines. Souvenez-vous, le CO2 s'accumule et il reste, donc c'est intéressant, c'est même important de regarder les quantités cumulées. Et en ordonnée, vous avez l'augmentation de température comparée à la période 1850-1900. Donc vous voyez, on augmente. Ici, vous avez le scénario plus 1,5 degré, le scénario 1,9 du GIEC. Le scénario 2,6, on limite les températures à plus de degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Ce scénario, il veut qu'on ne dépasse pas cette ligne verte ici, qui est à peu près 3300 milliards de tonnes de CO2 cumulées dans l'atmosphère. Aujourd'hui, en 2024, on est à 2500 milliards de tonnes de CO2 émis par les activités humaines, et au rythme où nous émettons aujourd'hui, à peu près 50 milliards de tonnes par an, et ben dans 16 ans, on aura atteint ces 3300 milliards de tonnes, et donc on aura déjà bloqué les plus de degrés, ou en tout cas on aura validé ces plus de degrés en 2100, et plus on va émettre, plus ces températures vont monter jusqu'à la fin du siècle. Si on regarde historiquement, en cumulé, quelle est la part des ressources fossiles? Le charbon, c'est à peu près 34% des émissions de CO2 cumulées. Alors je vous remontrerai des diagrammes où on verra un petit peu mieux tout à l'heure, là ils sont un petit peu petits mais je les voulais tous ensemble. Donc 835 milliards de tonnes de CO2 sont liées à la combustion du charbon, 26% des émissions cumulées sont liées au pétrole, 628 milliards de tonnes, et 11% des émissions cumulées sont liées au gaz naturel ou au gaz fossile, soit à peu près 270 milliards de tonnes. Quand on regarde les principaux acteurs, j'imagine que je n'ai pas trop à vous faire un dessin, hein, nous faisons partie des principaux acteurs, nous, Europe en général, et les États-Unis. Pour le charbon, l'Europe est largement dominante, suivie de la Chine, qui rattrape très rapidement les autres pays, et des États-Unis à 21%. Donc là, c'est aussi les émissions cumulées. Vous voyez que ces deux pays, États-Unis, Chine, et puis la région européenne, représentent déjà bien plus de 70% des émissions liées au charbon. Pour le pétrole, 26% les États-Unis, 25% pour l'Europe. Ici, on est dans des 12-13% pour l'Inde, la Chine et la Russie. Et pour le gaz, 32% pour l'Europe, 30% pour les États-Unis, 14% pour la Russie et 5-6% pour les autres pays qui sont au violet ici. Donc clairement, ces émissions de gaz à effet de serre, c'est un problème mondial, mais finalement, les pays qui ont émis historiquement ce CO2 sont quand même assez concentrés. Tout le monde n'émet pas, hein. Vous voyez qu'en termes d'émissions cumulées, clairement, l'Afrique est à pas grand-chose à l'heure actuelle. Alors, ces combustibles fossiles, qu'est-ce que c'est et d'où ils viennent? Donc les voilà, le charbon, le pétrole, le gaz. Déjà, repartons de la base, ces trois sources d'énergie, ce sont de l'énergie solaire qui a été accumulée au cours du temps par la photosynthèse. Donc les trois proviennent de matière vivante qui a été fossilisée et qui a maturé avec des augmentations de pression et de température et qui se sont transformées en ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Le charbon va séquestrer du CO2 et capter de l'énergie solaire sous forme de photosynthèse par des végétaux terrestres, majoritairement pendant la période du Carbonifère, hein, qui a donné les réserves de charbon qu'on connaît à Saint-Étienne ou dans le nord de la France par exemple. Le pétrole, on est plutôt en milieu marin,
des organismes planctoniques, du phytoplancton, du zooplancton majoritairement. Et le gaz est un sous-produit des deux, j'y reviendrai un petit peu après. Donc à chaque fois, ces plantes et ces petits animaux, alors les plantes surtout, hein, les animaux ne font pas de photosynthèse, mais les plantes soit terrestres, soit le phytoplancton, font de la photosynthèse, ils captent du CO2 soit directement dans l'atmosphère, soit le CO2 dissous dans l'eau. Grâce à ça, ils vont pouvoir accumuler de l'énergie, ils vont fabriquer ce qu'on appelle de la matière organique, et quand ils vont mourir, cette matière organique va tomber au fond de la mer ou va être enfouie dans des marécages, comme ici au Carbonifère, et on va avoir un enfouissement, une maturation, une transformation de cette matière de départ, avec une augmentation de pression et de température pour donner les combustibles fossiles qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces combustibles fossiles, on les met dans notre voiture, on les met dans un four à charbon d'une grande entreprise de sidérurgie, et on récupère l'énergie, mais en contrepartie, on renvoie dans l'atmosphère le CO2 qui a été capté par la photosynthèse au moment où les plantes ont fait la photosynthèse. Et si on faisait ça sur un cycle court, hein, typiquement, je vais dans la forêt, je coupe un arbre, je le brûle dans ma cheminée, je émets du CO2, mais s'il y a un autre arbre qui pousse à sa place, on est sur un cycle court et l'arbre va recapter le CO2 dans l'atmosphère. Là, on est sur un cycle très très long, c'est-à-dire que la majorité du charbon qu'on a consommé, il a 300 millions d'années. Le pétrole, on est plutôt au Mésozoïque, entre 250 et 70 millions d'années à peu près, mais quand même, sur des échelles de temps très très longues, c'est des choses qui ont été captées dans l'atmosphère il y a très longtemps, et que nous, on renvoie tout d'un coup dans l'atmosphère en quelques dizaines d'années. Donc le vrai problème ici, c'est un problème d'échelle de temps entre le moment où c'est capté et le moment où nous, on le renvoie. Et ce CO2 atmosphérique, on peut le tracer. On peut dire aujourd'hui, le CO2 provient de la combustion des ressources fossiles. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion d'isotope. Donc les isotopes, c'est des atomes qui vont avoir le même nombre de protons et le même nombre d'électrons, donc les mêmes propriétés physiques et chimiques, mais qui vont avoir des nombres de neutrons différents. Le carbone, sur notre planète, a deux isotopes stables, le carbone 12, qui est un petit peu plus léger, qui représente à peu près 99% des atomes de carbone, et le carbone 13, qui est un petit peu plus lourd, qui a un neutron de plus, qui représente à peu près 1%. Et la nature est un petit peu feignante, c'est-à-dire que si vous donnez à une plante le choix entre une molécule de carbone légère ou une molécule de carbone lourde, elle va avoir tendance à privilégier le carbone léger. Donc quand on regarde les rapports isotopiques entre le carbone 12 et le carbone 13, on va avoir des valeurs négatives pour cet indicateur qui s'appelle le delta C13, qui est ici, pour tout ce qui est produit par la biologie. Donc vous voyez, les organismes marins, les végétaux terrestres, les organismes des sols vont avoir des valeurs en delta C13 très négatives. Les combustibles fossiles aussi, vu qu'ils proviennent de ces sources-là. Par contre, si on regarde le CO2 de l'océan profond, de l'océan supérieur ou des calcaires, qui vont se former de manière inerte, ils vont avoir un delta C13 proche de 0. Depuis 200 ans, le delta C13 a perdu 2 pour 1000, c'est la courbe jaune que vous avez ici. Donc là, c'est les émissions de CO2 anthropiques depuis l'an 1000, avec l'augmentation qu'on connaît depuis la révolution industrielle. Et vous voyez qu'en parallèle, le delta C13 diminue très largement. C'est parce que nous dégazons du carbone léger dans l'atmosphère, carbone qui vient de ces combustibles fossiles, et que nous renvoyons dans l'atmosphère. Donc le CO2 atmosphérique a tendance à se déplacer petit à petit vers des valeurs plus négatives. Ça, c'est une des preuves les plus irréfutables que ce CO2 atmosphérique est bien lié à notre activité et pas à des processus naturels à la surface de notre planète. Donc regardons un petit peu ces combustibles fossiles. Donc un à un, je vais vous parler un petit peu d'où ils viennent exactement, qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont nos consommations, quelle est notre production et où sont les réserves. Donc le charbon des végétaux terrestres. Alors ces végétaux terrestres, ils datent majoritairement du Carbonifère, parce qu'au Carbonifère, on a assez peu d'organismes, micro-organismes, champignons, animaux, pour dégrader la lignine, ce nouveau matériel qui est formé par les plantes terrestres, qui apparaissent juste à la limite dévonien Carbonifère. Donc les grandes forêts houillères n'ont pas grand monde pour les dégrader à ce moment-là. Donc des grandes forêts, et puis petit à petit, on va enfouir tout ça. La première étape
de cette végétation, c'est la tourbe. Dans la tourbe, vous avez à peu près 50% de carbone, et puis beaucoup d'eau, et des éléments volatiles, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. Petit à petit, vous allez enfouir, et avec l'enfouissement, vous allez faire augmenter la température et la pression dans votre couche de tourbe. La deuxième étape, ça va être de former de la lignite, que vous pouvez retrouver ici. Donc, on a éjecté une partie des éléments volatiles, on a éjecté une partie de l'eau, et on est à peu près à 70% de carbone, ou 50 à 60 sur ce diagramme-là. On continue à enfouir, on arrive dans le domaine de la houille, où la quantité de carbone augmente encore, et puis l'eau et les éléments volatiles diminuent encore, et le niveau ultime, ça va être l'anthracite, avec pratiquement 90% de carbone, voire plus de 90% de carbone dans les gisements les plus concentrés. Là, on a pratiquement fait disparaître toute l'eau, et puis il va rester quelques éléments volatiles à l'intérieur. Bien entendu, si vous continuez à enfouir très profondément, vous allez pouvoir arriver à former du diamant, mais là, il va falloir descendre très très profondément, et là, on n'est plus du tout sur des combustibles fossiles, il faut descendre à plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Là, ce n'est pas le cas ici, on va descendre à quelques kilomètres à tout casser. Donc, ces différents combustibles fossiles proches du charbon, la tourbe va être utilisée majoritairement dans l'agriculture pour faire de l'engrais, ou bien on va la brûler typiquement en Écosse ou en Irlande, dans des endroits où on a des grandes tourbières. S'il y a des amateurs de whisky parmi vous, le goût fumé du whisky vient de la combustion de tourbe qu'on y associe. La lignite, principalement pour le chauffage aussi, pas très efficace, beaucoup de fumée, beaucoup de particules et encore pas mal d'eau à l'intérieur. Et plus vous descendez, plus vous allez avoir une combustion complète, le bitume, ou la houille, ou le charbon bitumineux, et puis l'anthracite qui va laisser le moins de déchets à la combustion. En termes de consommation, donc consommation qui a augmenté d'à peu près un facteur x3 au cours des 60 dernières années, et vous voyez que clairement, il y a un coupable principal à tout ça, qui est la Chine. Vous avez ici la Chine, qui, vous le voyez aujourd'hui, consomme plus de la moitié du charbon mondial, majoritairement pour faire de l'électricité, mais on y reviendra tout à l'heure. Le deuxième consommateur mondial, c'est l'Inde, qui vient, au milieu des années 2010, de passer devant les États-Unis, qui sont plutôt en diminution à l'heure actuelle. Et vous voyez que les autres pays qui sont un petit peu en orange sur cette carte, on va retrouver l'Indonésie, le Japon, l'Allemagne, l'Australie, la Pologne, sont quand même largement en dessous par rapport aux trois consommateurs principaux. Si on ramène par habitant, la Chine finalement, c'est pas tant que ça par rapport à l'Australie, à l'Afrique du Sud. Donc ramené en consommation de charbon par habitant ou consommation d'énergie liée au charbon par habitant, la Chine est finalement pas si impressionnante que ça. Et puis souvenez-vous que si la Chine brûle tellement de charbon, c'est aussi pour fabriquer ce que nous utilisons tous les jours en Europe. Les usages. Donc le charbon, majoritairement dans le monde, c'est pour produire de l'électricité. On brûle le charbon pour faire de la production d'électricité dans des grandes centrales au charbon, telles que celles que vous pouvez peut-être imaginer ou voir en Pologne ou en Allemagne, qui sont les plus proches de chez nous, ou celles que peut-être vous avez connues pendant la période de fin des années 70-80, où on avait encore des centrales à charbon, pas très très loin d'ici, à Saint-Étienne ou à Monceau-les-Mines. Donc production électricité, c'est vraiment le premier poste pour le charbon. On va aussi utiliser du charbon dans la sidérurgie, dans la cimenterie. Là aussi, on va le brûler pour produire de la chaleur, pour faire fondre des métaux ou pour casser la molécule de calcaire. Le reste de l'industrie va en utiliser encore un petit peu. Résidentiel, tertiaire. Alors je pense que dans le monde, il y a encore 2-3 endroits où on brûle du charbon pour se chauffer ou pour faire de l'eau chaude. Et puis vous avez aussi quelques autres usages qu'on va retrouver ici, qui comptent quand même pour à peu près 10%. Si on regarde ici, en fonction des différents types de charbon, vous voyez que la lignite, donc celui de moins bonne qualité, c'est essentiellement pour faire de la production d'électricité. Les charbons subbitumineux, c'est production d'électricité, cimenterie et usage industriel. Ça va inclure aussi, alors assez peu l'acier finalement, mais c'est surtout les cimenteries. Ceux qui sont d'un peu meilleure qualité, bitumineux, aussi production d'électricité, cimenterie, usage industriel. Fabrication d'acier pour le charbon à coque, celui qui va être un petit peu plus raffiné et qui va être un petit peu plus efficace en termes de combustion. Et puis l'anthracite,
qui ne représente pas grand-chose à l'heure actuelle, seulement 1% du charbon extrait. C'est lui qu'on va retrouver dans les usages domestiques, notamment. C'est aussi ceux qui vont donner le moins de déchets, donc c'est pas plus mal qu'on brûle pas les trucs les pires dans une chaudière. En termes de production d'électricité, alors vous voyez qui sont les grands pays du monde qui produisent de l'électricité à partir du charbon. Les grands vainqueurs, c'est l'Afrique du Sud, où plus de 90% de l'électricité est produite en brûlant du charbon. On retrouve ensuite l'Inde, la Pologne, la Chine. Ces trois-là sont quand même à plus entre 60 et 80%. C'est les pays les plus sombres sur cette carte-là. Vous voyez que la suite, même les autres qui sont orange, comme le Japon, l'Allemagne qui est ici, on est seulement, entre guillemets, seulement sur 40% de l'électricité qui provient de la combustion du charbon. Parmi les deux grands consommateurs mondiaux, la Chine, c'est seulement 58% d'électricité à partir de son charbon, parce que la Chine est un grand pays industriel, et donc elle va utiliser beaucoup de charbon pour faire de l'acier, et puis dans toute son industrie, qu'elle soit chimique ou tout ce qui va être industrie autres industries. Aux États-Unis, le charbon, c'est majoritairement aussi pour produire de l'électricité, à peu près 90%, et puis on a 8% qui vont aller pour le secteur industriel, majoritairement aussi pour faire de l'acier. En termes de production, c'est pas très surprenant, mais les premiers consommateurs sont aussi parmi les premiers producteurs. La Chine est de loin le premier producteur mondial de charbon. À elle seule, elle va produire pratiquement la moitié du charbon mondial. Suivi par l'Inde, l'Indonésie, les États-Unis, l'Australie, la Russie. Voilà, tous les grands pays qui sont en rouge ici. On va aussi retrouver l'Afrique du Sud. Et vous voyez que l'Allemagne, finalement, est pas si haute que ça en termes de production de charbon. Et pourtant, vous avez peut-être ces images en tête d'immenses champs qui sont grattés avec des machines géantes pour récupérer le charbon. Donc ça veut dire qu'il y a des choses beaucoup plus grandes, à beaucoup plus grande échelle, en Chine, en Inde, en Indonésie, et ainsi de suite. En termes de réserves, c'est pas très surprenant non plus, mais les grands pays producteurs que vous avez en rouge ou en orange ici sont aussi les grands pays dans lesquels on a des réserves. Typiquement, les États-Unis, c'est le pays dans lequel il y a le plus de réserves, suivi par la Chine, la Russie, l'Inde et l'Australie. Donc on est dans ces pays-là où on a une grande quantité de réserves de charbon, de quoi facilement nous faire monter à plus 7, plus 8 degrés par rapport aux températures pré-industrielles, juste en considérant le charbon, si même on oubliait le pétrole et le gaz a posteriori. Et la raison derrière la localisation pas du tout homogène de ces réserves en charbon, il faut remonter au Carbonifère. Vous avez ici une carte de la géographie au Carbonifère. L'Amérique du Nord est ici, l'Europe est par là, vous avez la Russie qui est par ici, l'Australie qui est par là, l'Afrique du Nord qui est par là. Les grandes régions qui étaient proches de la zone équatoriale et couvertes de forêts au Carbonifère sont aussi les grandes régions dans lesquelles on a des réserves de charbon aujourd'hui. Et en termes de réserves par type de charbon, vous voyez que les charbons de bonne qualité sont les plus abondants. À peu près 550 milliards de tonnes d'anthracite et de charbon bitumineux sont encore disponibles pour l'exploitation, et à peu près 320 pour les charbons de moins bonne qualité. Si on passe maintenant au pétrole, donc le pétrole, je vous ai dit, on est en milieu marin, donc c'est plutôt des organismes marins, majoritairement planctoniques, mais bien entendu, si un poisson meurt et qu'il arrive au fond, ce qui n'est pas souvent le cas parce qu'il va avoir tendance à se faire manger le long de la descente par tous ces petits autres organismes, on va former des couches de matière organique sur le fond marin. Si en plus vous n'avez pas trop d'oxygène proche du fond, vous avez des chances que ça ne se dégrade pas, et vous allez l'enfouir. Donc on l'enfouit, on l'enfouit, on l'enfouit. Il faut l'enfouir aussi sous une certaine épaisseur. Donc ici, vous voyez qu'on a différentes fenêtres. Si on est proche de la surface, on n'a pas atteint la température suffisante pour transformer cette matière organique en pétrole. Là, vous avez la fenêtre à huile, donc on va faire plutôt des pétroles lourds. Et puis, si vous enfouissez encore un peu plus, vous allez transformer cette matière organique en gaz petit à petit. D'ailleurs, majoritairement, les gisements à pétrole sont aussi associés à des gisements à gaz fossile. C'est ce que vous avez représenté en rouge ici au-dessus du gisement, et vous en avez aussi ici en rouge au-dessus. Donc les gaz, bien entendu, sont plus légers que le pétrole brut et vont se trouver en surface des gisements.
Donc, vous avez la roche-mère, c'est cette couche bleue que vous avez ici, et bien entendu, avec la pression, ce pétrole qui est liquide, et puis bien entendu qui est associé à des gaz, va avoir tendance à remonter s'il le peut. Donc il va pouvoir traverser des roches poreuses, qui vont pouvoir devenir des roches réservoirs. Typiquement, des roches constituées de sable, comme le grès, vont permettre de stocker à l'intérieur de la porosité du pétrole et du gaz. Et souvent, ces couches vont être chapeautées par une couche qui va être imperméable. Hop, c'est la couche de couverture que vous avez en orange foncé ici, qui va bloquer la remontée de ce pétrole. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou et on va forer à l'endroit où on pense qu'il y en a. Alors, on ne pense pas simplement, hein, on a des méthodes pour sonder le sous-sol avec des ondes sismiques, et on sait à peu près bien trouver ces petites poches, plus ou moins petites poches de pétrole et de gaz. Une fois qu'on a extrait, on a extrait du pétrole brut. Clairement, vous ne mettez pas du pétrole brut dans votre voiture, sinon vous êtes sûr qu'au bout de 10 km, elle ne va plus rouler. Donc ce pétrole brut, on va généralement le faire passer à travers un four que vous avez ici, et puis après, en fonction de sa densité, il va plus ou moins remonter une colonne qui va être associée. Alors, ce qui va être le plus lourd, ça va être tout ce qui est bitume, qu'on va utiliser majoritairement pour faire des revêtements de route et de revêtements de toiture. Ensuite, vers 550 degrés, vous avez des chaînes avec beaucoup de carbone, plusieurs dizaines d'atomes de carbone dans une seule molécule. En fait, plus vous allez remonter le long de cette chaîne, vous voyez ici, on n'a plus que 1 à 4 atomes de carbone. Un atome de carbone, c'est CH4, c'est le méthane. 4, 5, c'est butane, propane. Donc là, on est plutôt sur des gaz. Au fur et à mesure où on remonte, on perd les grandes chaînes et on a des chaînes de plus en plus petites qui peuvent remonter. Donc fuel lourd, majoritairement utilisé par des centrales de production d'électricité et des centrales thermiques. Ensuite, on va retrouver les huiles de base avec à peu près 20 atomes de carbone, donc ils vont servir en partie à faire des lubrifiants. Ensuite, on est entre 14 et 19 atomes de carbone, c'est les gasoils des camions et le fuel domestique qu'on met dans notre chaudière. Ensuite, entre 10 et 14 atomes de carbone, c'est le kérosène pour les avions. De 6 à 10 atomes de carbone, on est sur les naphtas qui vont nous servir à faire des plastiques notamment, et qui vont servir aussi à tout ce qui est industrie, du médicament, chimique et ainsi de suite. Et ça produit aussi l'essence qu'on met dans notre voiture. Et puis le dernier étage ici, c'est tout ce qui va être gaz, qu'on va pouvoir extraire du pétrole. Les fameux gaz de schiste ou les gaz de pétrole qu'utilisent les Américains pas mal en ce moment, et qu'on va utiliser sous forme de gaz, que ce soit butane, propane ou méthane, en fonction de ce que vous voulez en faire. En termes de consommation, on est aussi sur x3 au cours des 60 dernières années pour le pétrole. Alors là, on voit bien les chocs pétroliers fin des années 70, début des années 80, la crise des subprimes, et puis le Covid ici. En termes de consommation, 2 pays sont dominants. Le numéro 1, c'est toujours les États-Unis, qui est en train d'être rattrapé très rapidement par la Chine. Probablement que d'ici 1 ou 2 ans, ce ne sera plus les États-Unis, le premier consommateur de pétrole dans le monde. Et vous voyez qu'encore une fois, ils sont largement devant ceux qui les suivent, qui sont l'Inde, la Russie, le Canada, qui sont les 3 autres pays un petit peu foncés ici. Vous voyez que la France, le Royaume-Uni et l'Australie sont finalement assez bas en termes de consommation. Ramené par habitant, on voit presque disparaître la Chine et les États-Unis. Les États-Unis sont ici, la Chine est par là, tout en bas de mon diagramme. Alors il y a bien entendu plein d'autres pays qui sont en dessous, hein. Mais vous voyez que les premiers consommateurs par habitant, ça va être les pays du Golfe, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et puis le Canada et les États-Unis, grande distance, assez peu de transports en commun, et donc du coup, grosse consommation dans les voitures, dans les bus, et surtout dans les avions pour ces pays-là. On retrouve ensuite l'Australie, la Norvège, le Chili. Vous voyez que c'est quand même majoritairement des pays qui produisent aussi du pétrole, notamment pour la Norvège, c'est comme ça qu'elle se retrouve ici. Le pétrole, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, à peu près 60 à 70% du pétrole dans le monde va servir à faire des carburants pour les transports, 47% pour l'essence, 17% pour des carburants pour l'industrie, mais aussi tout ce qui est kérosène pour les avions. À peu près 20% va servir à faire du chauffage, à aller dans des chaudières à fioul. À peu près 10% pour les lubrifiants et autres applications chimiques, 3% pour l'asphalte, 1,5% pour les produits dérivés, cosmétiques, médicaments, détergents, et 1,5% pour le plastique. Ça, c'est dans le monde.
En France, vous voyez qu'on est à plus de 50% sur les transports qui sont jaunes ici. On a du non énergétique, donc tout ce qui va être industrie chimique notamment, agriculture, c'est aussi tous les carburants qu'on va mettre dans les moissonneuses-batteuses, les tracteurs et ainsi de suite. On retrouve ensuite tout ce qui est résidentiel tertiaire, donc les chaudières au fioul, et puis l'industrie et la branche énergie qui autoconsomme une partie du pétrole qu'elle produit elle-même. Les deux autres grands pays, ou les deux grands pays consommateurs, les États-Unis à gauche, la Chine à droite. Donc aux États-Unis, 67% des produits pétroliers vont partir dans les transports, 27% dans l'industrie, notamment du plastique et de la sidérurgie, et 6% pardon, ici pour tout le reste, résidentiel, commerce et ainsi de suite. En Chine, on est à 59% sur les transports, vous voyez que c'est pratiquement 10% de moins que les États-Unis. Encore une fois, c'est parce que la Chine est un grand pays industriel et qu'une partie de ce pétrole va servir à l'industrie. Voilà, 12% dans la pétrochimie et puis autres industries qu'on retrouve ici. Voilà, et puis un petit peu de production d'énergie, 1% et 8% pour le chauffage des bâtiments. On a aussi pas mal de pays qui sont qui ont vraiment besoin du pétrole pour produire leur électricité. Alors vous voyez que ce n'est pas les produits occidentaux qui finalement produisent assez peu de pétrole assez peu d'électricité avec leur pétrole. Hein. Vous avez ici la Chine, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Inde. Finalement, on a d'autres usages du pétrole à faire que de le brûler pour faire de l'électricité. On va souvent retrouver des pays du tiers-monde, des pays où le réseau électrique est assez peu développé et où du coup on a recours à des groupes électrogènes. Et là, vous vous retrouvez avec des pays qui vont, comme le Tchad ou Cuba, utiliser de l'électricité qui est basée à plus de 80% sur la combustion du pétrole, majoritairement dans des petites centrales locales ou dans des groupes électrogènes encore plus locaux. Mais vous voyez qu'on retrouve pas mal de pays africains, des pays d'Amérique centrale et puis des pays pauvres d'Océanie aussi. Et puis, ou des pays isolés, hein. Je vois ici le Groenland, hein, qui est aussi compliqué, où les villes sont isolées les unes des autres et où le pétrole, qui est facilement transportable, va être facile à mettre en place pour produire de l'électricité. Si on regarde en termes de production, donc là la répartition est un petit peu plus homogène. Bon, il y a encore quelques régions sur Terre qui ne produisent pas de pétrole, notamment en Afrique, et puis on en produit assez peu en Océanie et en Inde. Le premier producteur mondial, c'est les États-Unis. Vous voyez que les États-Unis, on passe par un pic dans les années 70, une diminution, puis on a une réaugmentation ici, on en reparlera tout à l'heure. Les États-Unis sont suivis en termes de production par la Russie et l'Arabie Saoudite, les deux autres pays qui sont en rouge foncé ici. Et puis les autres pays sont au moins 2 fois moins producteurs, Canada, Irak, Brésil, les Émirats Arabes Unis, la Norvège, le Qatar, l'Oman, qui sont parmi les grands pays producteurs de pétrole aujourd'hui. Si on regarde les réserves, eh ben, forcément, encore une fois, hein, les pays qui sont les plus grands producteurs sont aussi ceux qui ont le plus de réserves. On va retrouver la Russie, tous les pays du Golfe, le Canada, les États-Unis, et puis des pays du nord de l'Amérique du Sud, qui sont aussi de grands producteurs de pétrole. Là aussi, c'est assez facile de tracer d'où vient ce pétrole. On va cette fois aller regarder des cartes géographiques de la paléogéographie du Mésozoïque et aller chercher les grandes zones assez peu profondes qui sont couvertes par des océans. Typiquement, si je me concentre sur le golfe Persique que vous avez ici, qui est situé ici, on est dans l'océan, on est dans l'océan, on est dans l'océan. En gros, pendant 200 millions d'années, on va accumuler des petits organismes planctoniques qui vont petit à petit se transformer. Ça explique la grande quantité de gisements de pétrole qu'on a dans ces régions-là. La Russie, qui est par ici, voilà, va être aussi régulièrement ennoyée. Alors j'ai pris quelques cartes, hein, mais vous imaginez bien que le niveau marin varie un peu plus que ces 3 images que je vous ai mis ici. Et puis l'Amérique du Nord, c'est notamment au Crétacé où vous avez cette immense mer intérieure qui va faire qu'on va accumuler beaucoup de petits organismes planctoniques et qu'on va produire beaucoup de pétrole par la suite. Le dernier de ces combustibles fossiles, c'est le gaz fossile. Donc comme je vous l'ai dit, le gaz fossile, c'est souvent un sous-produit du pétrole ou du charbon. En tout cas, on va le trouver associé au pétrole et au charbon.
Alors, gaz de charbon, le grisou, hein, les coups de grisou dans les mines, c'est du gaz naturel, c'est du méthane qui s'échappe parce qu'il est là présent autour du charbon. On va le retrouver aussi autour des gisements de pétrole. Là, vous avez votre couche imperméable qui va bloquer la montée du gaz et du pétrole. Le pétrole s'accumule sous le gaz. On va aussi pouvoir avoir des poches dans lesquelles on va retrouver que du gaz. Et puis, on a aussi les gaz de schiste, où on est obligé d'aller fracturer la roche en envoyant de l'eau sous pression, comme font notamment les Américains à l'heure actuelle. Et puis, les gaz de réservoir ultra compacts, qui sont difficiles à exploiter, et à l'heure actuelle, on n'essaye pas encore trop de taper là-dedans. C'est assez explosif comme extraction. Quand on parle de gaz, on n'a pas juste du méthane. C'est-à-dire qu'on va avoir un mélange de différents gaz avec différents nombres d'atomes de carbone à l'intérieur. C'est quand même 70 à 90% de méthane qui est le plus léger de ces hydrocarbures. Ensuite, on va retrouver de l'éthane avec 2 carbones, du propane avec 3 carbones, du butane avec 4 carbones. Et puis, de manière un petit peu moins abondante, on va retrouver aussi des molécules avec un petit peu plus de carbone à l'intérieur, en gros entre 5 et 10 carbones. Et puis, on a aussi des résidus qui ne vont pas brûler dans le gaz. Donc quand même, là, on parle de méthane en grande majorité. En termes de production, cette fois, c'est pas x3, c'est plutôt x6,5 au cours des dernières 60 années, avec notamment 2 pays dominants, la Chine et la Russie, qui sont dominants depuis 20, 30, 40, 50 ans et qui extraient du gaz à tire-larigot un petit peu partout. En tout cas, un petit peu partout sur leur territoire. La Chine est en train de rattraper tout ça, suivi de l'Iran, du Canada, de l'Allemagne. Vous voyez que nous, on est un petit peu en dessous. Le Canada est encore en train d'augmenter. Les réservoirs de gaz européens commencent à plutôt montrer leurs limites à l'heure actuelle. Donc premier producteur, les États-Unis, suivi de la Russie et de la Chine, et des pays du Golfe Persique comme l'Iran par exemple. Si on regarde par habitant, on va retrouver à nouveau les pays du Golfe, avec les Émirats qui sont de nouveau en première position, suivis de l'Oman. Des pays d'Asie centrale comme le Turkménistan, le Kazakhstan, sont aussi de gros producteurs de gaz. Le Koweït, la Russie, le Canada, l'Arabie Saoudite, l'Iran. Donc là, on est en consommation par habitant et par an. À quoi il sert ce gaz? Alors lui, il va être un petit peu réparti de manière un petit peu plus homogène. On le brûle toujours, mais on va avoir dans le monde à peu près 40% qui va servir à produire de l'électricité. Vous voyez qu'en Europe, c'est aussi 37%, et en France, la production d'électricité, je crois que c'est ça, consommation de la branche énergie, c'est encore pas énorme. Ensuite, on va le retrouver dans le secteur résidentiel et le secteur des services. Ça va être votre chauffage au gaz, le chauffe-eau au gaz, et ainsi de suite, majoritairement. Et puis le butane du camping-gaz, mais bon, ça, par rapport à une chaudière au gaz, on est quand même sur des quantités bien en dessous. Et puis à peu près un tiers pour l'industrie. Voilà, qui représente aussi à peu près un tiers en France, un petit peu moins en Europe. Parmi les 2 grands consommateurs mondiaux, les États-Unis, la Chine, voilà, on a toujours à peu près ce un tiers de résidentiel et de commercial, un tiers pour l'industrie, un tiers pour la génération d'électricité, assez peu pour le transport. Finalement, le GPL n'a pas connu le boom qu'on lui prédisait il y a quelques décennies, et il reste à la marge des ventes de voitures aujourd'hui. En Chine, vous voyez que l'image est un petit peu différente, c'est l'industrie qui va dominer, avec notamment l'industrie chimique et l'industrie peut-être métallurgique, qui représente pratiquement la moitié de la consommation de gaz naturel. La génération d'électricité est ici 17% et 19% dans le résidentiel. En Chine, on se déplace un petit peu plus avec du gaz, notamment sur des transports en commun. En termes d'usage, on a aussi des pays qui vont produire de l'électricité en brûlant du gaz, souvent des pays qui sont producteurs de gaz eux-mêmes. On va retrouver les pays du Golfe Persique, on va retrouver les pays d'Afrique du Nord, Algérie, Libye, notamment, qui vont produire beaucoup, et Égypte, qui produisent beaucoup de gaz, qui ont pas mal de réserves de pétrole, mais associées à beaucoup de gaz. Et dans ces pays-là, vous voyez, Turkménistan, Algérie, Oman, Iran, on est à plus de 80-90% de l'électricité qui est produite en brûlant du gaz. Donc j'ai pas dit comment était produite l'électricité, mais que ce soit charbon, gaz ou pétrole, en gros, on les fait brûler,
on fait chauffer de l'eau qui fait tourner une turbine, et cette turbine va générer de l'électricité. Donc ça reste assez simple au final. États-Unis, Royaume-Uni, on est à peu près à 40% de la production électrique qui provient du gaz naturel. En France, en Chine, en Inde, on est plutôt aux alentours de 5 à 10%. En termes de production, vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui produisent beaucoup au final, même s'il y en a quand même deux qui sont largement dominants, qui sont encore une fois les États-Unis et la Russie, qui, à eux deux, représentent 70% de la production gazière mondiale. Mais vous voyez qu'on a quand même plusieurs pays, par ici, Iran, Chine, Canada, Australie, qui sont quand même proches de 200 milliards de mètres cubes de gaz produits annuellement, sachant que les États-Unis, on est plutôt proche de 1000 milliards de mètres cubes produits annuellement. Et un des autres problèmes du gaz, parce que le gaz méthane, son seul problème, c'est pas de le brûler et qu'il envoie du CO2 dans l'atmosphère. Le méthane est aussi lui-même un gaz à effet de serre. Et vous avez ici une carte qui vous montre les émissions de méthane liées aux activités humaines sur une carte. Et vous voyez que ce n'est pas réparti de manière homogène. Et si je zoome sur deux régions en particulier, vous voyez qu'il y a des lignes fortes qu'on trouve un petit peu de partout. Alors aux États-Unis, elles sont sous forme de pointillés. En Russie, elles sont bien fermes. Dans ces lignes-là qui sont en bleu, on est à peu près 1 tonne à 10 tonnes par an et par kilomètre carré. Ces lignes que vous voyez là, c'est les gazoducs qui fuient. Le méthane étant un gaz, il est difficile à transporter, surtout si vos tubes sont un petit peu anciens. Il va y avoir des fuites et une grande partie du méthane part directement dans l'atmosphère avant même qu'on ait pu le brûler pour le transformer en CO2. Et d'ailleurs, si on regarde les émissions de méthane mondiales par source, vous voyez que le premier poste, c'est l'agriculture, notamment l'élevage bovin, ovin, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'estomac de nos animaux de compagnie préférés, que sont les vaches et les moutons. Donc ça fermente, et dès que ça fermente, ça va produire du méthane. C'est pour ça qu'il y a aussi une petite photo de rizière à côté, parce que quand on ennoie une rizière, on ennoie de la matière organique, et ça va aussi fermenter. Si vous êtes déjà promené dans une rizière, il y a plein de petites bulles qui remontent à la surface, et ces petites bulles, c'est aussi du méthane. Ça, c'est les deux premiers postes d'émissions de méthane dans l'agriculture. On retrouve aussi tout le secteur des décharges, du traitement des déchets et des eaux usées, où là aussi, ça va fermenter. Vous enfouissez dans une décharge des invendus alimentaires ou je ne sais quoi d'autre, et du coup, ça va aussi fermenter. Les bactéries vont aussi émettre du méthane. Et entre les deux, ici, vous avez les émissions furtives, en gros, tout ce qui est fuite à l'extraction. Ça veut dire que si votre mine à charbon elle est à ciel ouvert, il y a du méthane qui s'échappe un peu en continu. Si votre mine de charbon elle est souterraine, ça va sortir et ça va faire les coups de grisou. Et puis autour des gisements de pétrole et autour des gazoducs, on va avoir des émissions qu'on n'a pas très envie d'avoir non plus. Donc émissions furtives, alors souvenez-vous, ou sachez que le méthane a un pouvoir réchauffant bien supérieur à celui du CO2. C'est à peu près 86 fois plus fort que le CO2. Donc tant qu'à faire, il vaudrait mieux boucher les trous des canalisations, le brûler pour faire du CO2, plutôt que de le laisser partir comme ça. Mais c'est très compliqué. En termes de réserves, on retrouve un petit peu toujours les mêmes pays, en tout cas les mêmes pays que les grands pays pétroliers, les pays du Golfe, Afrique du Nord, la Russie, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Indonésie, qui sont aussi les grands pays producteurs. Et je vous ai mis à droite quelques images des grands champs pétroliers, gaziers du monde. Alors en Europe, vous voyez qu'on est très pâle sur cette carte. C'est parce qu'on a déjà bien exploité tout ce qu'on pouvait exploiter depuis les années 1800. Donc nous, on est un petit peu arrivé au bout de nos réserves de gaz, de pétrole et de charbon. Par contre, dans cette région-là de la Russie, dans le centre des États-Unis et dans tout le Golfe Persique, on est dans ces régions qui ont soit abrité des grandes forêts au Carbonifère, soit qui ont été sous la mer pendant le Mésozoïque entre 250 et 70 millions d'années et qui ont accumulé beaucoup de matière organique et qui, du coup, vont se retrouver avec des réserves de gaz aussi. Donc si on fait un petit bilan de l'énergie qu'on utilise sur notre planète à l'heure actuelle, vous voyez qu'en grande majorité, nous utilisons des combustibles fossiles. 77% de l'énergie que l'espèce humaine utilise provient des combustibles fossiles. 25% du charbon, majoritairement pour de la production d'électricité. 30% pour le pétrole, majoritairement dans le secteur des transports.
C'est pas exclusif à chaque fois, hein, il y a d'autres utilisations, et à peu près 21% pour le gaz naturel ou le gaz fossile, aussi majoritairement pour de la production électrique. Est-ce que vraiment cette courbe qui augmente si rapidement, elle est viable sur un temps très très long? Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça encore pendant 100, 200 ans, 300 ans? Est-ce qu'on va pouvoir maintenir une consommation continuellement en augmentation de combustibles fossiles? Je vous fais un petit quiz. D'après vous, avec les réserves qu'on connaît aujourd'hui de pétrole, est-ce que vous avez une idée de dans combien de temps on aura tout brûlé pour le pétrole? Alors, 40 ans, 60 ans, 100 ans, 150 ans? Quelqu'un a une idée? 150 à ma droite? Non? 100 ans, 40 ans? 60. 60 ans, si on continue au rythme actuel, avec les réserves qu'on connaît. Et c'est là qu'il faut faire la distinction entre qu'est-ce que c'est qu'une réserve et qu'est-ce que c'est qu'une ressource. J'aime beaucoup cette image. Le petit écureuil à gauche, il a une réserve de noisettes. Les noisettes sont accessibles dès qu'il en a besoin. À droite, vous avez la ressource en noisettes. Mais peut-être que ce noisetier, il est sur une île et que l'écureuil ne peut pas y aller. Peut-être qu'il y a un autre animal qui va venir manger ces petites noisettes avant que l'écureuil puisse les récupérer. Si je vous montre ça de manière un petit peu plus scientifique, les réserves, c'est en gros tout ce qu'on connaît et où qu'on sait exploiter. On sait qu'à cet endroit-là, il y a du charbon, et puis il n'est pas trop profond, je peux aller le chercher avec les technologies disponibles aujourd'hui. Les ressources, c'est beaucoup plus grand, et ça inclut aussi ce qui n'est pas exploitable financièrement, parce que ça coûte trop cher, peut-être parce que c'est à 5000 mètres de profondeur au fond des océans, peut-être parce que je ne sais pas quoi d'autre, ou simplement on ne connaît pas encore. Il y a des gisements qu'on découvre encore tous les ans, alors on en découvre de moins en moins, mais on en découvre encore tous les ans. On peut augmenter la taille des réserves en faisant de nouvelles découvertes, ou en exploitant des ressources qu'on n'était pas capable d'exploiter jusqu'à ce moment-là. Typiquement, les gaz de schiste, qui sont exploités à tire-larigot par les Américains à l'heure actuelle, sont des ressources qui, il y a 30-40 ans, étaient difficilement exploitables. On n'arrivait pas à extraire le gaz de ces schistes bitumineux qui finalement sont des roches qu'il faut fracturer et ainsi de suite. Donc c'est quand même un processus assez compliqué. On va prendre un petit exemple. L'exemple du pétrole aux États-Unis. Alors je vous ai mis cette petite image d'œuf de Pâques parce que, comme pour toutes les ressources, et comme pour les œufs de Pâques, quand vous envoyez vos enfants ou vos petits-enfants les chercher dans le jardin, on trouve d'abord les plus gros et les moins bien cachés. Et ça marche aussi pour les gisements à pétrole ou les gisements à charbon. Ce qui est sous nos pieds, où il suffit de faire un trou de 50 mètres pour que le pétrole jaillisse, typiquement les États-Unis dans les années 1800-1850, c'est facile et du coup c'est les premiers qu'on va exploiter. Ce qui est caché à 1000 mètres de profondeur au fond de la mer, on va prendre un petit peu plus de temps avant de le découvrir et avant de l'exploiter. Donc typiquement, vous voyez que pendant les premières décennies, ce gisement en bleu, celui en marron et celui en bleu clair ici, et celui que vous avez là, qui a été découvert dans les années 60, donc là vous avez les âges des découvertes de ces différents gisements, c'est les 4 plus grands gisements connus aux États-Unis, et ils ont tous été trouvés avant les années 60. Depuis les années 60, les gisements qui ont été découverts après, vous les avez ici, et vous voyez que quand même, ils sont un petit peu moins abondants, ils produisent moins de pétrole, ils sont moins gros, ils sont moins rentables que les premiers qui ont été trouvés. Et cette courbe-là, vous voyez déjà que ça passe par un pic dans les années 70, probablement une des causes de cette crise du pétrole à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est le moment où les États-Unis se rendent compte que finalement, le pétrole dont ils se servent tous les jours va pas être présent de manière infinie dans leur sous-sol. Et donc du coup, ils commencent à aller chercher de plus en plus loin et de plus en plus profond, notamment offshore. On va aller dans l'océan, dans le golfe du Mexique, notamment pour les États-Unis, chercher dans un premier temps sur la plateforme continentale à moins de 125 mètres de profondeur. Ça va, on met une plateforme, c'est pas trop profond, on peut forer, c'est facile. Puis on va en eau plus profonde, de 125 à 1500 mètres, puis en eau encore plus profonde, à plus de 1500 mètres de profondeur. Vous imaginez que ça complexifie les choses, qu'il y a des coûts, que ça va coûter de plus en plus cher, donc c'est de moins en moins rentable, mais on a besoin de ce pétrole. Donc on va le chercher à des endroits où c'est plus compliqué,
imaginez la plateforme pétrolière avec 2000 mètres de fond. Hein, il faut quand même forer, avoir une tige, donc il ne faut pas que la plateforme elle bouge. Vous imaginez bien que c'est quand même beaucoup plus compliqué que de faire un trou avec une foreuse au fond du jardin et le pétrole jaillit, comme ça a pu être le cas typiquement pour le gisement qui est en bleu ici, qui, si je ne dis pas de bêtises, est le fameux gisement Permian aux États-Unis. Donc on utilise toujours de plus en plus d'énergie pour produire la même quantité de pétrole qui va nous servir d'énergie par la suite. Donc c'est là que rentre en compte l'autoconsommation de pétrole de la filière énergétique. C'est-à-dire qu'il faut du pétrole pour aller chercher le pétrole, et ainsi de suite. Si on regarde la production de pétrole aux États-Unis, elle suit presque parfaitement la courbe de Huber, qui est une courbe de modélisation de l'exploitation d'une matière première que vous avez ici. Alors vous voyez que la courbe bleue, elle n'est pas complètement identique à la courbe que je vous ai montrée sur la diapo précédente. Il y a une espèce de pic ici. Ce pic ici, c'est l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Ce n'est pas l'arrivée de Donald Trump à proprement parler, mais c'est en gros le début de l'exploitation industrielle des gaz de schiste. Ce que vous avez là, ce pic-là, hein, ce n'est pas du pétrole supplémentaire conventionnel, c'est du pétrole issu d'une roche-mère beaucoup moins rentable à exploiter, voire presque pas rentable à l'heure actuelle, en tout cas financièrement parlant. Donc des gisements de moins en moins concentrés, demandant de plus en plus d'énergie pour extraire, transformer et manipuler ce pétrole brut ou cette roche-mère. Hein, vous voyez que c'est vraiment une roche. Hein. Il y a beaucoup de matière organique à l'intérieur, mais sortir le pétrole de ça, c'est beaucoup plus dur que d'avoir directement le pétrole brut qui arrive à la surface. Et comme toute ressource, hein, ces gaz de schiste vont aussi passer par un pic avant de diminuer. Vous avez ici deux estimations du Shift Project. L'estimation la moins optimiste voudrait qu'on ait déjà passé le pic. L'estimation optimiste voudrait que Donald Trump soit encore pratiquement au pouvoir au moment où ça va diminuer. Comme ça, il pourra dire que c'est ses successeurs qui ont mal fait le travail et qui n'ont pas trouvé de pétrole par la suite. Donc là, je vous ai montré les États-Unis, mais il faut bien se rendre à l'évidence que tous les pays qui ont exploité du pétrole depuis longtemps sont dans le même cas. C'est-à-dire que tous voient leur production diminuer. Alors j'ai pris quelques pays, pas complètement au hasard, hein, l'Arabie Saoudite, la Russie, qui sont deux des plus grands producteurs mondiaux. Vous voyez que les projections sont toutes à la baisse dans les décennies à venir. Ici l'Irak, alors l'Irak est en plus impacté par les guerres, donc ça veut dire qu'il y a aussi des moments où la production irakienne s'arrête, donc on n'a pas encore atteint le pic, probablement à cause ou grâce aux guerres. La Norvège, par contre, le pic est passé au début des années 2000 et on va plutôt vers une diminution au cours des 20-30 prochaines années. Si on regarde à l'échelle mondiale, vraisemblablement, le pic a été passé par ici, aux alentours des années 2010, sachant que le rouge et les trucs à carreaux ici, c'est les gaz de schiste américains qu'on vient rajouter par-dessus. Mais le pic de pétrole conventionnel est déjà derrière nous. Et vous voyez que les projections jusqu'en 2050, on a une diminution de 30-40% de la production qu'on connaît aujourd'hui. Encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre. On va peut-être faire des nouvelles découvertes de champs pétroliers immenses quelque part, sous le Groenland, en Antarctique. Il y a encore des endroits où on n'a pas vraiment cherché, notamment au nord de l'Amérique du Sud, à des endroits où on n'a pas très envie de chercher, parce que c'est aussi l'endroit où il y a la forêt amazonienne. Donc, bon, idéalement, si on pouvait ne pas la raser pour sortir du pétrole, ce serait pas mal. Mais clairement, ces courbes-là vont probablement se poursuivre un petit peu avant de diminuer un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, elles vont diminuer. Les forêts du Carbonifère n'étaient pas infinies non plus, et donc les quantités d'hydrocarbures produits par ces forêts ne sont pas infinies non plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Donc un sevrage qui s'annonce bien compliqué parce que depuis à peu près 50 ans, ces combustibles fossiles représentent 80% du mix énergétique mondial. Donc là, c'est un diagramme où chaque énergie est en relatif par rapport aux autres. Vous voyez que dans les années 1800, la biomasse, majoritairement la combustion de bois, représentait plus de 95% de l'énergie utilisée dans le monde. Puis est arrivé le charbon, puis est arrivé le pétrole, puis est arrivé le gaz. Vous avez le nucléaire en vert, l'hydroélectricité en bleu, et puis ici vous avez les nouvelles énergies renouvelables qui arrivent petit à petit. Souvenez-vous de la courbe tout à l'heure, hein, on ne remplace pas à chaque fois, on ne fait qu'ajouter des nouvelles énergies au fur et à mesure. Hein.
C'est-à-dire que ce qu'on rajoute là, ça ne remplace pas des hydrocarbures, ça s'ajoute simplement aux hydrocarbures pour qu'on puisse chaque année consommer plus d'énergie que l'année précédente. Donc 80% du mix énergétique depuis 50 ans, et souvent, une des grandes solutions qu'on va vous proposer, c'est l'électrification. On va électrifier nos modes de vie, et du coup, on va consommer moins d'hydrocarbures. Alors gardez en mémoire que beaucoup de l'électricité est produite par la combustion de ressources fossiles. Vous voyez que 35% de l'électricité mondiale est produite avec du charbon, 22% avec du gaz, 2,5% avec du pétrole. Ça veut dire qu'effectivement, décarboner la production d'électricité, mettre des centrales nucléaires, des panneaux solaires, des éoliennes ou des barrages, c'est une bonne idée pour la production d'électricité. Mais au final, ça ne représente pas grand-chose l'électricité de notre consommation d'énergie actuelle. Typiquement, les supertankers, les avions et même le transport routier sont très largement tributaires du pétrole. L'industrie est très largement tributaire du charbon. Si on regarde en quantité par secteur, l'industrie, les transports et le domaine résidentiel sont les 3 plus gros consommateurs d'énergie dans le monde. Si on les décompose, vous voyez que le charbon, c'est 30% de l'énergie utilisée dans l'industrie. Plus 11% de pétrole, plus 22% de gaz. 63% d'énergie fossile à remplacer par de l'électricité ou par autre chose. Le plus compliqué, ça va clairement être le domaine des transports, où vous avez quand même 92% qui est du pétrole, 4% c'est du gaz, 96% de l'énergie utilisée dans les transports est à remplacer. Est-ce que vraiment on va construire suffisamment de batteries? On va arriver sur d'autres ressources qui, elles aussi, ne sont pas infinies, qui sont les métaux, dont je vous parlerai très rapidement tout à l'heure. Donc clairement, un sevrage qui s'annonce très très compliqué, notamment dans ces 2 secteurs-là, qui sont les plus consommateurs en énergie. Donc décarboner uniquement l'électricité, 22% de l'énergie totale utilisée dans le monde, c'est déjà bien, mais ce ne sera pas suffisant. Et pourtant, on a des bonnes raisons d'essayer de se passer de ces combustibles fossiles. Déjà, ils ne sont pas infinis, on l'a vu tout à l'heure. Quel que soit le combustible, le charbon, il nous en reste encore pour 140 ans avec les réserves connues. Probablement qu'il y a encore des trucs cachés qu'on va découvrir. Et à peu près 50 ans pour le pétrole et le gaz, toujours avec les réserves connues. Donc, c'est pas éternel, ce serait bien qu'on arrive à se sevrer avant d'arriver au bout et que tout le monde se batte pour les dernières ressources disponibles. Elles sont responsables de 90% des émissions de CO2. Si on veut vraiment limiter le réchauffement climatique à plus de degrés, il faut en laisser une grande partie sous terre et ne pas les exploiter. 60 à 70% des réserves de charbon, de pétrole et de gaz devraient rester enfouies si on veut limiter le réchauffement climatique à plus de degrés. Elles sont responsables de nombreuses pollutions. Outre les gaz à effet de serre, vous avez aussi les marées noires, les particules fines, tout ce qui est déchets plastiques, microplastiques, tout ça c'est aussi des résidus, alors dans ce cas-là du pétrole, mais du charbon et du gaz aussi en partie. Et elles sont, de loin, les énergies qui ont tué le plus de monde à la production. Ici, vous avez le nombre de morts liés aux accidents et à la pollution de l'air. Clairement, le charbon arrive en premier. On parle des accidents dans les mines ou des ruptures de barrages, mais pensez aux accidents dans les mines de charbon et à toute la pollution atmosphérique qui sont causées par la combustion du charbon dans les centrales de production d'électricité. Ça va causer des cancers des poumons. Les régions où on a les centrales à charbon sont aussi les régions où on a le plus de cancers. Suivi du pétrole, pareil, c'est toutes ces particules fines liées à la combustion dans nos moteurs. Nos moteurs sont de mieux en mieux, ils émettent de moins en moins de particules fines, mais au final, il y en a toujours qui sont émises. Et on reste aussi sur des morts très importantes ici par térawattheure d'énergie produite. Et puis c'est aussi ces 3-là les plus émettrices en gaz à effet de serre par rapport à la quantité d'énergie produite. Et puis dernière raison de s'en passer, et bien déjà pour nous, on n'en a pas chez nous, quoi. On n'a plus de pétrole, on n'a plus de charbon, on n'a plus de gaz. Si vous regardez l'Europe sur ces 3 cartes qui sont les réserves mondiales, à part la Norvège, l'Allemagne, alors la Norvège pour le pétrole et le gaz, et l'Allemagne, la Pologne, et puis un petit peu quelques pays de l'Est pour le charbon, on n'a pratiquement plus rien chez nous. On a déjà tout brûlé. Donc clairement, on est dépendant des pays qui sont autour de nous et de leur bon vouloir à nous vendre ces combustibles fossiles dans les décennies à venir.
Les producteurs les plus proches de chez nous ne sont pas forcément les plus sympathiques, hein. Vous avez la Russie, les pays du Golfe, c'est eux les plus proches de chez nous, c'est à eux qu'on va les demander, à moins qu'on veuille faire des oléoducs ou des gazoducs qui traversent l'Atlantique pour récupérer des choses qui vont venir d'Amérique du Nord, par exemple. Alors, quelles sont les alternatives? Est-ce qu'on a vraiment des alternatives viables à ces combustibles fossiles? Donc, on va explorer un petit peu l'électrification, que ce soit par des renouvelables ou par du nucléaire. On va explorer un petit peu la biomasse, qui peut donner des biocarburants et des biogaz. Et puis, on va explorer un petit peu l'hydrogène, pour voir un petit peu si c'est des choses qui sont rentables. Donc, produire de l'électricité avec des ressources renouvelables, on sait faire. On a de l'hydroélectricité. 6% de l'énergie dans le monde est produite avec des barrages hydroélectriques. 7% avec ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables, majoritairement de l'éolien et du solaire, plus de la géothermie, de l'énergie marémotrice et ainsi de suite. Et dans le monde, on a à peu près 4% de l'énergie qui est produite par des centrales nucléaires. Donc vous voyez que déjà, ça ne fait pas grand-chose sur l'énergie dans le monde produite. Donc là, je n'ai pas mis la biomasse ici parce que je vous en parlerai juste après. Donc l'hydroélectricité, pourquoi pas? L'hydroélectricité, alors chez nous, on a déjà beaucoup de barrages, on a déjà bloqué un petit peu toutes nos rivières, on en revient même un petit peu. Donc en Europe, c'est déjà bien exploité, mais dans d'autres régions du monde, typiquement en Afrique, en Amérique du Sud, même en Amérique du Nord et en Asie, on a encore un potentiel à fabriquer de nouveaux barrages et donc à avoir de nouvelles sources de production d'électricité plutôt bas carbone. La Chine est en train de construire un des plus grands barrages du monde. Donc c'est possible, on va pouvoir augmenter, on ne va pas pouvoir multiplier par 10 la capacité d'hydroélectricité qu'on a aujourd'hui, mais on va pouvoir l'augmenter un petit peu. Une chose qui est souvent sous-estimée, c'est l'impact environnemental des barrages. Alors je vous ai pris cet exemple-là, qui est au milieu de la forêt amazonienne au Brésil. On met un barrage ici, hop, et vous voyez qu'on a ennoyé toute une partie de la forêt amazonienne. Où je vous ai dit, si on ennoie de la matière organique, ça fermente, ça émet du méthane. Donc là, clairement, il y a des émissions de méthane associées à tout ça. Et puis, ça a permis aux humains de s'installer à cet endroit-là où il n'y avait rien et de décimer la forêt qui était autour. Là, on est dans le poumon de notre planète. Et si on leur donne une source d'énergie à cet endroit-là, à nos humains, ils vont s'y mettre et ils vont tout raser. Donc, impact environnemental souvent sous-estimé. Donc là, c'est juste sur la déforestation. Mais on a aussi, pour la biodiversité, des destructions, des fragmentations d'habitats. Si vous mettez un barrage entre deux populations de lézards, ils ne vont pas traverser le barrage. Ils vont soit mourir, soit on va avoir deux espèces différentes qui vont naître. Développement de maladies infectieuses, on va mettre en place des bassins d'eau stagnantes, avec du coup potentiellement une multiplication des formes vecteurs de maladies infectieuses, comme les moustiques ou certains escargots dans les régions tropicales. Les déplacements de population, le grand barrage des Trois Gorges, c'est 1 million de déplacés quand même en Chine. On a eu des déplacements de population en France à plus petite échelle, mais je suis sûr que les gens qui vivaient à l'endroit où les barrages ont été ennoyés n'étaient pas ravis d'abandonner leur village. Je sais pas, je pense au lac de Grandjean dans la Loire, qui est à côté de chez mes parents, ou au lac du Salagou, dans le sud de la France, qui sont des endroits où il y avait des villages avant qu'on mette un barrage. Et puis le risque d'accident, lui aussi souvent un petit peu sous-estimé. Alors je prends l'exemple du barrage de Bangqiao en Chine qui s'est cassé en 1975 suite au passage d'un typhon. Donc il y a un barrage qui a craqué et tous les barrages qui étaient sur la même rivière à la suite ont tous cédé. Et entre 26 000 morts selon les Chinois et 240 000 morts selon l'ONU. Donc c'est quand même des choses avec des impacts humains qui sont très importants. Mais en termes d'émissions de CO2, c'est plutôt très très vertueux, l'hydroélectricité. À part la fabrication du barrage en lui-même en ciment, dans l'ensemble, une fois que le barrage est fait, vous n'émettez pratiquement pas de CO2 avec l'hydroélectricité. D'ailleurs, on le voit ici, hein, vous êtes à peu près 6 grammes de CO2 par kilowattheure produit quand le charbon est à plus d'1 kilo. Donc vous voyez que la différence est quand même très importante. Deuxième possibilité, faire du solaire et de l'éolien. Donc développer solaire et éolien qui ont un bilan carbone très inférieur à charbon, pétrole et gaz, un peu plus pour le photovoltaïque, parce qu'il faut bien construire le panneau solaire, et un petit peu moins pour l'éolienne. Ce solaire et cet éolien, ils ont quand même quelques problèmes.
sont difficiles à capter. C'est difficile de transformer un photon incident sur un panneau solaire et de garder toute l'énergie qui est arrivée sur le panneau solaire. Vous voyez qu'on a notamment de grosses pertes sous forme de chaleur, ici 30%, mais là vous voyez qu'on perd entre le départ et la fin, entre 80 et 90% de l'énergie qui arrive sur le panneau solaire est perdue et n'est pas transformée en électricité. C'est la même chose pour une éolienne, hein. Le vent arrive sur vos pales d'éoliennes et une partie de l'énergie va être transformée sous forme de chaleur dans les frottements à l'intérieur de notre éolienne. Alors bien entendu, les rentabilités des panneaux solaires et des éoliennes augmentent d'année en année de manière très très rapide, mais à l'heure actuelle, on perd encore pas mal d'énergie, beaucoup, la majorité de l'énergie, dans les dispositifs de captation d'éoliennes et de panneaux solaires. Et puis, on a un potentiel de solaire et d'éolien qui n'est pas le même de partout. Ici, l'exemple pour la France, hein, si vous êtes dans le sud de la France, vers Marseille ou dans les Pyrénées, vous avez beaucoup plus de soleil que si vous habitez à Lille. Donc clairement, si on doit installer des fermes solaires quelque part, autant aller le faire dans le sud du pays, là où elles vont produire le plus d'énergie. Et pour les éoliennes, l'image est un petit peu différente. La vallée du Rhône, toute la région catalane ici, vers Perpignan, Montpellier, et la Bretagne, les endroits où il y a le plus de vent, vont avoir un potentiel éolien bien plus élevé que si vous vous trouvez au fin fond du Jura ou en Alsace, en plus au fond d'une vallée. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas produire grand-chose avec l'éolienne. L'autre problème des énergies renouvelables, c'est leur intermittence. Il n'y a pas toujours du vent et il n'y a pas toujours du soleil. C'est d'autant plus vrai pour le soleil que la moitié du temps, il fait nuit. Et donc vos panneaux solaires ne produisent pas la nuit. Donc là, vous avez une courbe de production de l'électricité en Allemagne en janvier 2024. Vous voyez les pics jaunes liés au soleil, hein, qui certaines journées ou à certains moments de certaines journées peuvent aller jusqu'à 50% de l'électricité produite en Allemagne. Mais par contre, quand la nuit arrive, on tombe à zéro. Et puis en vert pâle, vous avez la production éolienne. Et pareil, pendant une semaine, il y a beaucoup de vent et l'éolien va produire 50% de l'électricité. Et puis pendant une autre semaine, il n'y a pratiquement pas de vent et on est obligé de relancer le dispositif. Alors ça c'est la production française le même mois, avec en rouge le nucléaire. Donc vous voyez, beaucoup moins intermittent, beaucoup moins de variations journalières que ce qu'on peut avoir en Allemagne. Et donc les jours où il n'y a pas trop de vent et pas trop de soleil, eh ben, on redémarre les centrales à gaz et à charbon. Centrale à charbon que vous avez ici. Donc il faut doubler la puissance installée. Il faut avoir ce qu'on appelle un dispositif de redondance pour que le jour où on n'a pas de vent et où on n'a pas de soleil, on puisse quand même avoir de l'électricité qui arrive dans les hôpitaux, dans les écoles, dans l'université et ainsi de suite. L'autre solution pour pallier à cette intermittence, c'est d'avoir des dispositifs de stockage, des batteries typiquement, hein. Mais là on va faire exploser l'impact carbone et l'impact ressources de notre production d'électricité. Alors il y a autre chose que les batteries pour stocker de l'énergie, typiquement les STEP, qui est un système de barrage où on fait remonter l'eau en altitude au moment où on a des surplus de production d'électricité, et on la fait redescendre la montagne au moment où on n'a plus de vent, plus de soleil, et on a besoin d'électricité. Donc ça, c'est un système qui marche plutôt pas mal, mais il faut du relief. Si vous habitez en Hollande, vous ne pouvez pas mettre ça en place et vous allez être obligé de trouver un autre moyen de produire votre électricité les jours où il n'y a pas de vent et pas de soleil. Quoi qu'il arrive, dispositif de stockage nous amène à un autre problème de ressources qui n'est plus lié aux combustibles fossiles, mais qui est lié plutôt aux métaux. Parce que les éoliennes et les panneaux solaires, par quantité d'énergie produite, sont beaucoup plus gourmands en métaux que les autres dispositifs de production d'électricité. Ici, une centrale à charbon, centrale à gaz, centrale nucléaire, barrage hydroélectrique ici. Et puis là, éolienne, panneaux solaires. Vous voyez que sur le ciment, c'est clairement le barrage qui gagne. C'est pas très surprenant. Par contre, sur tout le reste, c'est les éoliennes et les panneaux solaires, que ce soit sur l'acier, le fer, le cuivre, l'aluminium, le verre, le silicone et ainsi de suite. Ils ont, par kilowattheure produit, des plus grandes quantités qui sont utilisées dans le dispositif de captation, c'est-à-dire à proprement parler l'éolienne et le panneau solaire. Et ça nous amène à d'autres ressources dont mes collègues vous parleront très certainement dans les prochaines conférences de ce cycle, qui sont les ressources en métaux. Je vous prends très rapidement l'exemple des ressources en cuivre. Ici, vous avez la production jusqu'à aujourd'hui.
On a produit 541 millions de tonnes de cuivre depuis le début de la sidérurgie. Au rythme actuel de croissance de la production de cuivre, presque 3% par an. Ça veut dire que dans les 25 prochaines années, nous allons produire, extraire de la croûte terrestre autant de cuivre que depuis le début de la sidérurgie il y a 7000 ans, en 25 ans. Et si on poursuit cette courbe, vous avez la même chose ici, mais en 15 ans. Et malheureusement, comme avec le pétrole, on se retrouve face à des gisements avec les œufs de Pâques, comme on a vu tout à l'heure. Les gisements très concentrés, on les a trouvés dans les années 1700-1800. Et depuis, les quantités produites par les gisements, ou les concentrations des gisements, sont de plus en plus faibles. Et on est aujourd'hui à exploiter des gisements dans lesquels on a 0,5% de cuivre. Ça veut dire pas grand-chose, et ça veut dire aussi plus d'énergie pour l'extraction, parce qu'il faut sortir beaucoup plus de roches du sous-sol, et il y a beaucoup plus de transformation derrière pour séparer le cuivre des autres composants de la roche dans laquelle il est enfermé. L'autre solution pour l'électrification, c'est le nucléaire. Le nucléaire, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il a aussi, lui, de nombreux problèmes. Vous en pensez ce que vous voulez, mais quoi qu'il arrive, l'opinion publique et les hommes politiques sont convaincus que tout ce que vous avez ici sont des problèmes insolubles. Les accidents nucléaires, les déchets nucléaires, la prolifération, et puis un problème, comme tous les autres, encore un problème de ressources. Nous n'avons pas d'uranium sur le sol français. Ça veut dire que même si on développait du nucléaire de partout, il va quand même falloir importer notre uranium. Alors jusqu'à maintenant, on le faisait en grande partie depuis le Niger, mais me semble-t-il, le Niger est plus trop d'accord pour nous vendre de l'uranium comme il le faisait jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on va aller le chercher au Kazakhstan, en Russie ou en Ukraine? Pas sûr. Est-ce que les Australiens vont nous envoyer de l'uranium depuis l'autre bout de la planète? Pas sûr non plus. Donc quoi qu'il arrive, l'uranium est lui aussi face à un problème de ressources, sans parler des trois autres problèmes qui sont à gauche. Et pourtant, les centrales nucléaires ont un très faible impact carbone, et en termes d'occupation de la surface au sol, elles sont bien meilleures que les énergies renouvelables. Je crois qu'il y a des rapports de l'ordre d'une centaine entre un champ de panneaux solaires et une centrale nucléaire pour la production d'électricité par surface occupée au sol. Alors pourquoi pas la biomasse? Donc la biomasse, aujourd'hui, c'est quand même majoritairement du bois. Et donc, exploiter la biomasse, c'est limité par la quantité de bois. On revient à notre notion de ressource encore une fois. Cette fois, c'est la ressource en bois. Donc dans certains pays, comme la France, notre surface boisée est en expansion. Si je vous montrais une courbe de la surface de la forêt en France, elle diminue très fortement jusqu'en 1800. Et à partir de 1800, dès qu'on a du charbon et du pétrole, hop, elle réaugmente. Donc ça marche dans les pays qui utilisent des combustibles fossiles. Sinon, clairement, on aurait continué à faire diminuer notre couvert forestier, à part peut-être dans certaines zones protégées. Une autre chose avec la forêt, c'est que moins on la coupe, plus la forêt va capter du carbone, jusqu'à plusieurs kilos de CO2 par an par arbre dans certaines régions. Donc ce qu'on a envie, c'est de faire diminuer le CO2 atmosphérique, donc d'avoir de plus en plus de séquestration du carbone par la photosynthèse dans les plantes. Donc on n'a pas envie non plus de tout couper tous les 3 ans pour brûler et renvoyer le CO2 qui a été capté par les arbres dans l'atmosphère. Biogaz, biocarburant, c'est possible, mais majoritairement, à l'heure actuelle, on sait le faire avec des cultures de colza, de maïs et de choses comme ça. Ça veut dire qu'il faut de la surface au sol, encore une fois. Au lieu d'avoir de la forêt, si on plante des champs de maïs, qu'on les transforme pour faire du bioéthanol ou du biogaz, est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce qu'on n'a pas une utilisation plus intéressante à faire de toute cette surface au sol, sachant qu'il faudrait la surface de la France pratiquement complètement couverte de ce type de culture pour produire suffisamment de pétrole pour juste faire rouler nos voitures. Et encore, je ne suis pas sûr que mes chiffres soient très très justes ici. Donc on sait faire, on sait faire avec ce que je vous ai dit, blé, betterave, tout ce qui va produire du sucre, de l'amidon ou de l'huile, peut être transformé à un moment ou à un autre avec différents processus chimiques en carburant ou en additif pour carburant qu'on va ensuite pouvoir mettre dans nos voitures ou dans notre réservoir d'avion. Les filières du futur vont utiliser des déchets de bois, des résidus agricoles comme de la paille ou bien des invendus alimentaires, voire des algues. Il y a différentes hypothèses qui sont explorées à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on ne sait faire que ce qui est en haut. Ça, c'est vraiment pour le futur et on n'en est encore qu'à l'exploration de ces choses-là.
Donc ça, c'est pour les combustibles liquides. On peut aussi faire du biogaz. Pareil, hein. Alors ici, c'est les choses du futur, hein. Résidus agricoles, le fumier, le lisier, d'autres cultures intermédiaires, genre la luzerne, des déchets industriels agroalimentaires qu'on va pouvoir faire fermenter. Souvenez-vous, si ça fermente, ça fait du méthane, on peut récupérer ça. Donc ça, c'est tout ce qui est méthanisation, qui donne aussi de la chaleur, qui peut être utilisée directement sous forme de chaleur, hein. On peut aussi gazéifier avec des déchets de bois, des combustibles solides, des déchets municipaux, typiquement les décharges. Et on va récupérer, si on le brûle, de l'électricité, des biogaz, peut-être de l'hydrogène et peut-être de la chaleur. Et puis, tout ça, ça émet du CO2, CO2 qui va idéalement pouvoir être récupéré par les électrolyseurs qui vont permettre de faire de l'hydrogène dans le futur. Parlons un petit peu d'hydrogène, justement. Donc l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. 90% des atomes de l'univers sont de l'hydrogène, c'est le premier atome formé, c'est le plus petit, un proton, un électron, et un nombre variable de neutrons, 1, 2 ou 3, en fonction de l'isotope que vous regardez. Et typiquement, cette pub qui est ici, avec ce verre d'eau ou avec de l'hydrogène, vous n'émettez que de l'eau, c'est faux, parce qu'en fait, cet hydrogène, il faut le produire. Et derrière la production d'hydrogène se cachent des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Typiquement, à l'heure actuelle, l'hydrogène, on le produit avec ça. 48% de gaz naturel, 18% de charbon, 30% de pétrole. Ça veut dire que l'électrolyse qu'on vous vend pour l'hydrogène des voitures, à l'heure actuelle, c'est 4% de la production d'hydrogène mondiale. Donc clairement, on a intérêt à développer cette électrolyse. Mais pour le moment, utiliser de l'hydrogène, c'est en gros utiliser des combustibles fossiles. Donc ça a très très peu d'intérêt, en tout cas pour mettre dans votre voiture tout de suite. Donc c'est possible avec l'électrolyse, mais pour ça, il va falloir améliorer les dispositifs d'électrolyse. Comme avec les panneaux solaires et les éoliennes, entre l'électricité qui, si vous faites rentrer au départ de votre électrolyseur, et l'électricité que vous allez pouvoir former avec votre pile à hydrogène derrière, vous avez perdu les 3/4 de l'électricité de départ. Est-ce que c'est vraiment rentable de perdre les 3/4 de l'électricité? Pourquoi pas utiliser l'électricité directement? Alors, c'est rentable si vous avez, par exemple, un engin agricole à faire marcher. Parce que là, forcément, on ne va pas pouvoir le laisser brancher à un câble où on ne peut pas mettre des batteries dans les tracteurs et ainsi de suite. Donc il y a certains secteurs qui vont être dépendants de l'hydrogène qui est transportable. Et encore, souvenez-vous, je vous ai dit, c'est aussi la plus petite molécule. Si le méthane arrive à s'échapper à travers les conduites de gazoduc, l'hydrogène, il est encore plus volatile, il va s'enfuir encore plus facilement. Donc peu rentable énergétiquement, et puis il faut de l'électricité, et il faut que cette électricité soit décarbonée si vous voulez que ce soit vraiment rentable. Donc c'est possible avec des panneaux solaires, des éoliennes ou du nucléaire de produire de l'hydrogène, mais les électrolyseurs ne sont pas encore au niveau à l'heure actuelle, les piles à hydrogène non plus. Ça fait 50 ans qu'on parle des voitures à hydrogène, et au final, on est toujours dans la recherche pour produire quelque chose de vraiment rentable dans ce domaine-là. Donc il va falloir structurer industriellement cette filière, et ça va encore prendre des décennies. Donc clairement, on n'est pas là face à une solution miracle pour l'hydrogène. Et quand bien même on produirait plein d'hydrogène du jour au lendemain, utilisons l'hydrogène aux endroits où on s'en sert aujourd'hui, et pas pour aller le mettre dans des voitures. Aujourd'hui, l'hydrogène, il sert à raffiner le pétrole. Alors on peut imaginer que le jour où on arrête d'utiliser du pétrole, on supprime ça. Mais vous voyez que le reste, c'est 37% pour la production d'ammoniac qui va nous servir à faire les engrais azotés dans les champs, 12% pour la production de méthanol et 5% pour la production de méthane. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les voitures à hydrogène ne consomment que 2% de l'hydrogène mondial. Si demain on a plein d'hydrogène, remplaçons, ou d'hydrogène bas carbone, disons, remplaçons cet hydrogène gris ou noir ou violet. Je crois qu'il y a une conférence sur l'hydrogène qui vous sera donnée par Samuel Barbier. Il va vous parler de tous ces différents types d'hydrogène. Lui, il travaille sur l'hydrogène blanc qui est de l'hydrogène naturel. Mais là aussi, on n'en est qu'au moment où on fait les découvertes. On n'en est pas encore à une exploitation industrielle de cette filière qui va prendre plusieurs décennies à se mettre en place. Donc j'en arrive à ma conclusion. Je sais, c'est pas très gai. Est-ce qu'une décarbonation à grande ampleur de l'énergie utilisée par l'espèce humaine est vraiment envisageable en 2050? En tout cas, quoi qu'il arrive,
on ne va pas pouvoir continuer à brûler des combustibles fossiles comme on le fait aujourd'hui pendant encore une centaine d'années. Comme toutes les ressources, elles ne sont pas illimitées. À un moment ou à un autre, on va passer par un pic et la production va descendre. À cause des nombreuses pollutions qui sont liées à tout ce qui est gaz à effet de serre, mais aussi les particules fines, mais aussi les marées noires, les plastiques, et ainsi de suite. À cause de notre dépendance vis-à-vis des pays producteurs, ce sera peut-être ça notre premier facteur limitant à nous en Europe. Peut-être qu'un jour, nos voisins vont nous dire « bah non, on arrête ». Je ne sais pas si vous avez vu cette série Arte qui s'appelle Occupied et qui parle de la Norvège qui décide du jour au lendemain d'arrêter d'exporter du pétrole et du gaz à ses voisins. Les voisins ne sont pas contents. Et les voisins font la guerre à la Norvège. Je vous conseille très fortement cette série-là. Donc la dépendance, ça va probablement être un des premiers facteurs limitants qui va nous tomber sur le nez. Et puis, deuxième chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Toutes les alternatives que je vous ai montrées, que ce soit les énergies renouvelables, le nucléaire, elles ont des freins et elles ne sont pas 100% propres non plus. Pour des raisons de sécurité, de ressources, d'investissement pour les ENR nucléaires, d'occupation de l'espace pour les biocarburants, le biogaz, ou bien encore parce qu'elles ne sont pas prêtes. Je n'ai pas parlé de fusion nucléaire, si vous voulez on peut en parler, mais clairement il va falloir encore des décennies avant qu'on ait un générateur d'électricité à fusion nucléaire. Donc on n'y est pas encore. Et l'hydrogène, probablement les mêmes échelles de temps. Et donc, clairement, le progrès technique, seul, c'est pas ça qui va nous sauver aujourd'hui. Il ne permettra pas de diviser par 3 ou 4 ou 5 en France les émissions de gaz à effet de serre. En France, il faut diviser par 5 pour réussir à atteindre les accords de Paris. Donc clairement, c'est pas avec les solutions que je vous ai montrées qu'on va y arriver du jour au lendemain. En tout cas, pas aux échelles de temps qui nous intéressent, qui sont les 20 ou 30 prochaines années. Donc le charbon, le pétrole et le gaz, ils sont partout autour de nous. Ils sont dans la construction de ce bâtiment. Il y a eu du charbon brûlé pour fabriquer le ciment de ce mur, pour fabriquer le métal qui est dans l'armature de vos chaises. Il y a probablement eu du gaz ou du charbon aussi. Voilà, il y a du pétrole pour les déplacements du quotidien et ainsi de suite. Et dans tous les plastiques, les tissus sur lesquels vous êtes assis, des chaises sur lesquelles vous vous tenez, sont probablement des dérivés du pétrole. Donc là, partout autour de nous, il y a du charbon, du gaz et du pétrole, même si on ne s'en rend pas compte, parce que finalement, sur le territoire français, on en produit assez peu et on n'en utilise finalement pas tant que ça, de manière visible par le commun des mortels. Donc clairement, la vraie solution ici, c'est encore une fois de ralentir. C'est la sobriété, c'est de moins se déplacer, c'est de moins consommer, c'est de plastique et ainsi de suite, de moins se chauffer. Donc il est urgent de ralentir. Encore une fois, je vois que c'est la même conclusion que celle que j'ai donnée au cours sur l'énergie du cycle climat et transition. Décroissance énergétique, directe, indirecte. Direct, ça veut dire changer par exemple le mode de chauffage de la maison. Si vous avez une chaudière au fioul, passez à une pompe à chaleur, passez à de la géothermie, passez simplement à du chauffage électrique. Vous divisez par 7 ou 8 la quantité de gaz à effet de serre émise par juste le chauffage de votre logement. Moins se déplacer. Plus réparer le matériel technologique. Quand je dis matériel technologique, je pense au smartphone, à la tablette, à la télé, mais aussi à la machine à laver, au frigo, et ainsi de suite. Dans l'alimentation, l'habillement, essayer de viser des choses qui vont être un petit peu plus respectueuses de l'environnement, des vêtements qui vont durer plus longtemps, ou une alimentation un petit peu moins carnée. Tout ça, c'est des choses qui sont aussi moins émettrices en gaz à effet de serre. Puis je vous laisse avec la règle des R, réduire, c'est-à-dire ne pas acheter ce dont on n'a pas besoin, réparer, si quelque chose est cassé. Souvent, maintenant, on a des indices de réparabilité sur le matériel technologique, machine à laver, frigo et ainsi de suite. Faites-le réparer. Peut-être qu'il va redurer 5 ans de plus, et puis au final, financièrement, vous n'y aurez pas tant perdu que ça. Réutilisez. Si vous n'avez plus besoin de votre frigo ou de votre machine à laver, revendez-la à quelqu'un qui n'a pas l'argent pour en acheter une neuve, et qui va pouvoir continuer à faire tourner cette machine et qui n'aura pas besoin d'en racheter une nouvelle. Tout ça avant de remplacer, et puis a posteriori, on a parlé de ressources en métaux tout à l'heure, typiquement recycler, amener à la déchetterie. Les smartphones, même si c'est difficile d'extraire les 50 métaux qu'il y a dans un smartphone, ils sont toujours mieux là que dans le placard chez vous. Je dis ça, mais j'ai déménagé le week-end dernier et j'ai retrouvé 3 téléphones à l'intérieur d'un tiroir. Donc voilà, mais ça y est, maintenant ils sont partis à la déchetterie, donc peut-être qu'une partie, quelques grammes de métaux précieux vont être réutilisés
dans le futur. Si vous cherchez des références, si vous cherchez à aller un petit peu plus loin, alors beaucoup des diagrammes que j'ai utilisés dans ce cours viennent de ce site, Our World in Data, qui met en graphique des données scientifiques qui ne sont pas toujours très bien mises en valeur par les scientifiques eux-mêmes. Mais là, vous pouvez, vous avez vu les graphiques que je vous ai montrés avec le Canada et tout, vous pouvez sélectionner les pays. Voilà, si vous voulez regarder que l'évolution de la consommation de charbon en Allemagne, vous allez trouver une mine d'or d'informations sur le charbon en Allemagne sur ce site-là. Quelques autres sites, le Bureau de recherche géologique et minière française qui s'occupe des ressources, quelles qu'elles soient, minérales sur le territoire français, au sens large, ça inclut la Guyane notamment. Minéral Info, qui est relié au BRGM et qui s'occupe aussi des ressources minérales. Pour tout ce qui est gaz à effet de serre, le Shift Project et Carbone 4, bon, je ne vous parle pas des deux premiers que vous connaissez sûrement, le GIEC et l'ADEME, qui est un site de l'environnement. Et puis là, plus sur la vulgarisation, donc Bon Pote, qui combat le greenwashing sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, qui répond assez régulièrement à nos présidents et chers dirigeants mondiaux, et le Réveilleur, qui est plutôt sur de la vulgarisation sous forme de petites vidéos, à regarder sur YouTube en basse résolution, parce que le numérique en haute résolution, ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le cycle climat et transition, qui est un cours qui est obligatoire pour les étudiants de Lyon 1, qui arrive en première année. Donc là, je vous ai parlé un petit peu d'exploitation des milieux naturels et pollution et d'énergie, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur biodiversité, environnement, sur agriculture, alimentation, sur l'anthropocène ou sur le climat, n'hésitez pas. Le cours est entièrement disponible gratuitement avec le lien qui s'affiche ici et que je transmettrai à l'organisateur du cycle en fin de journée. Quelques petits livres sur le climat, plutôt en haut, avec les limites à la croissance, qui est peut-être un livre qu'il faut vraiment avoir lu une fois dans sa vie, qui montre ce passage par un pic pour à peu près tout dans les décennies à venir, et forcément la réduction du confort de vie de chacun qui va arriver, qu'on le veuille ou non, dans les décennies à venir aussi. Et puis en bas, on est plutôt sur tout ce qui est ressources, avec bien entendu Or Noir de Mathieu Azano, qui est le président du Shift Project. Alors c'est un gros pavé, c'est pas super sexy à lire, mais c'est aussi une mine d'informations sur l'histoire de l'exploitation pétrolière dans le monde, et tout ce qui est politique autour, dont j'ai pas du tout parlé aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du cours, parce que c'est la première fois que je donne ce cours, et peut-être qu'il y a des choses que vous auriez aimé voulu voir abordées dans ce cours et dont j'ai pas parlé, et que je pourrais rajouter dans les années à venir. Un petit podcast sur le site du Monde, Chaleur humaine, très intéressant aussi sur les questions climat, transition énergétique, transition tout court, et puis 3 BD, dont une très récente, vous connaissez peut-être celle du Centre de Jean-Marc Jancovici, que je remercie aussi parce qu'une partie de ce cours est bien entendu inspirée de ses recherches. Celle-là, elle est sortie juste avant Noël, vous l'avez peut-être vu sortir, vous l'avez peut-être même reçue comme cadeau à Noël, par Philippe Biwix, qui est le scientifique derrière, et Vincent Perriot, qui est le dessinateur. Philippe Biwix, qui est un ancien ingénieur de la SNCF et qui travaille beaucoup sur les ressources métalliques notamment, et je vous encourage très fortement à lire cette BD. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, comment ça? L'utilisation à proprement parler? Alors, si on parle de la biomasse majoritaire qui est le bois, à part l'essence que vous mettez dans votre tronçonneuse, et puis bon, il faut bien couper et transporter le bois, l'énergie elle est cachée derrière ça. Une fois que le bois est coupé, qu'il est sec et que vous le mettez dans votre cheminée, elle n'utilise pas d'énergie, mais elle remet dans l'atmosphère le CO2 qui a été capté au moment de la photosynthèse, au moment où l'arbre il a grandi. Si on parle d'autres types de biomasse, typiquement les cultures dédiées pour faire du biogaz et du biocarburant, alors là, vous avez et l'énergie qui est utilisée par les engins agricoles. Donc bien sûr, il faut mettre de l'essence dans le tracteur qui va retourner la terre et ainsi de suite. Et puis, il y a les gaz à effet de serre, on ne parle plus d'énergie, mais les gaz à effet de serre cachés derrière les engrais. Parce que les engrais azotés qu'on met dans les champs se dégradent et font ce troisième gaz à effet de serre, le N2O,
qui est encore plus fort en termes de pouvoir réchauffant que le méthane et le CO2. Et donc du coup, derrière ça, même si ce n'est pas de l'énergie et des gaz à effet de serre liés à l'énergie, on a des émissions de gaz à effet de serre quand même. Alors, pour la méthanisation, ça se fait à peu près tout seul. Si on chauffe un petit peu, ça aide, parce que les réactions chimiques ont tendance à se faire plus facilement à des températures un petit peu plus élevées. Voilà, typiquement, là, dehors, les décharges publiques, elles ne fermentent pas en surface. Mais par contre, dès qu'on s'enfouit 4-5 mètres et où la température monte à 50 degrés, ça va fermenter un petit peu plus rapidement. Donc si on veut vraiment faire une méthanisation efficace, il faut monter dans ces ordres de température. Il ne faut pas trop dépasser, parce que sinon après les bactéries ne sont pas contentes. Mais voilà, il faut monter à des températures moyennes, donc forcément il faut peut-être chauffer un petit peu pour que le processus soit assez efficace. Oui? Ouais. Alors ils anticipent, et du coup ils distillent doucement, mais sûrement. Donc ils réduisent petit à petit les exportations. Voilà, où ils réduisent plutôt la production que les exportations, en fait, parce que c'est difficile, on ne va pas stocker des milliards et des milliards de litres de pétrole sur Terre. Ouais, ça craint de se le faire piquer ou de se le faire exploser par un pays qui n'est pas content. Donc oui, ils ont tendance à fermer doucement le robinet pour qu'il y en ait un petit peu moins qui sortent et que du coup, leurs réserves locales durent un petit peu plus longtemps. Mais oui, ils savent. Bien sûr qu'ils savent. Souvent, les courbes que je vous ai montrées, elles viennent des producteurs de pétrole. Donc eux, ils savent qu'ils ont passé le pic. Typiquement, les Américains, s'ils se sont mis à faire des gaz de schiste, c'est parce qu'ils étaient tout à fait conscients que le pic était passé dans leur pays. Et une des raisons pour lesquelles Donald Trump veut annexer le Canada et le Groenland, c'est probablement parce que dans ces deux endroits-là, il y a des ressources en combustible fossile, mais il y a aussi des métaux. Et donc du coup, bah oui, finalement on dit qu'il n'a pas une vision à long terme, Donald Trump, mais il a une vision à long terme. Très égoïste, mais à long terme pour son pays en tout cas. Et Poutine de la même manière en Ukraine. Voilà, c'est des gens qui savent où sont les réserves, qui ont bien réfléchi et qui annexent ce qui est autour. C'est un peu ça qui nous pend au nez. Au moins, une chose est sûre, c'est que nous en Europe, on ne va pas trop se faire envahir pour des histoires de réserves pétrolières. Peut-être qu'ils viendront pour d'autres raisons, mais... On en a eu. Alors, je dis pas qu'on n'a pas du tout d'uranium, mais il est tellement peu concentré. En fait, il y en a dans le Massif central. Toutes les régions où vous avez des émissions de radon, donc vous regardez sur une carte de France des risques, le radon, vous avez le Massif central, le Massif armoricain, des endroits où on a des granits hercyniens assez anciens, vous avez de l'uranium. Mais c'est quelques dixièmes de pourcent pour 1000 par tonne de roche, quoi. Oui, on l'a exploité, oui. Le jour où plus personne nous en donnera du facile à mettre directement dans la centrale, on y reviendra peut-être. Voilà. Ça effectivement. C'est l'étape suivante, c'est d'avoir des nouveaux réacteurs qui nous permettent d'utiliser les déchets de nos centrales actuelles. Ben oui. Non, mais ça, c'est vrai que c'est une bonne solution, effectivement. Oui. Ouais. Effectivement, je n'ai pas parlé de prix, et maintenant que vous le dites, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû rajouter, une courbe du prix du pétrole. Alors, l'augmentation du prix du pétrole et la taxe carbone, c'est aussi les gilets jaunes. Donc, voilà, on peut augmenter le prix, mais il faut le faire. C'est effectivement un très bon levier pour faire réduire la consommation, mais est-ce que les gens qui sont très tributaires, notamment du pétrole pour le déplacement, pour aller travailler, vont vraiment être d'accord? Si c'est la révolution qui arrive derrière, je ne suis pas sûr que le levier prix soit le plus efficace. Ok. Non, c'est plutôt stable. Alors, il monte. Voilà, il monte, mais vu que le PIB par habitant dans le monde, il augmente le prix doucement, mais vu que le PIB par habitant dans le monde augmente lui aussi doucement, finalement, il nous coûte à peu près la même chose. Après, quand vous avez eu votre première voiture, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ont eu une première voiture, c'était combien le prix de l'essence?
C'était quelques francs. Voilà. Mais les salaires étaient beaucoup plus bas. Donc au final, le prix a fortement augmenté, mais les salaires ont fortement augmenté aussi. Et une partie de la différence d'argent que vous avez là, bah, elle est dans les poches des producteurs. Hein. Clairement, c'est eux aussi les plus riches à la surface de notre planète. C'est souvent des grands producteurs de pétrole, de gaz et de charbon. Oui ? C'est difficile à dire. Si on arrive à recycler, à faire durer des dispositifs de captation ou de production d'électricité efficaces, pourquoi pas à recycler les batteries. Ça, c'est un gros point. Ça va être, si jamais on veut du stockage transportable, hein, parce que les steppes dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on renvoie l'eau au sommet des montagnes pour qu'elle redescende, ça c'est bien pour le réseau électrique, mais typiquement dans une voiture où si on arrête la voiture individuelle le jour au lendemain pour des vélos électriques ou des trains électriques, à un moment ou à un autre, les batteries elles arrivent en fin de vie et du coup il faut réussir à les recycler. Pour le moment, c'est quelque chose qu'on sait assez mal faire et que les industriels, duquel les industriels se sont pas trop emparés parce qu'en fait ils n'ont pas suffisamment de stock de batteries électriques pour que ce soit rentable pour eux de les recycler. Donc si on arrive à faire ça, potentiellement l'électricité peut être une bonne direction. Mais avant de penser qu'on va avoir le même mode de vie avec du tout électrique, il faut clairement se dire qu'en fait il va falloir réduire nos modes de vie. Le voyage, le week-end à Ibiza en avion, il y a un moment où ce sera simplement plus possible, quoi. Ou alors si, ce sera possible pour les 0,1% des plus riches de la population mondiale. Mais clairement, on n'en fera pas partie. Enfin, moi, en tout cas, j'en ferai pas partie. Oui ? Ça va très très vite. Je peux pas faire de prédiction de ce côté-là, mais clairement, ils sont pratiquement 2 fois plus rentables, où ils captent et ils transforment 2 fois plus d'énergie qu'il y a 10 ans. Voilà. Voilà, il y a des choses très très bien qui se font, enfin de mieux en mieux. Après, avant que ces superbes avancées technologiques sur les panneaux solaires ou les super éoliennes ultra lubrifiées avec des aimants aux terres rares soient généralisées, il va se passer probablement quelques décennies. Donc voilà, entre le moment où on invente les choses et le moment où on peut les mettre de partout, il se passe toujours plein de temps. Entre l'invention de la machine à vapeur en 1780 entre l'Angleterre et les États-Unis et le moment où on a des voitures de partout, il se passe pratiquement 100 ans, 250 ans. Donc maintenant, on est de plus en plus efficace, de plus en plus rapide. Mais clairement, ces nouveaux panneaux solaires, avant qu'on ait les usines pour les fabriquer à suffisamment grande échelle pour qu'on puisse les installer de partout, il va probablement se passer plusieurs décennies. Et dans 10 ans, peut-être, on aura des nouveaux panneaux solaires encore plus efficaces, et il faudra construire des nouvelles usines pour les fabriquer, et ainsi de suite. Donc on a quand même une échelle de temps un laps de temps assez conséquent qui nous sépare de la maturité de ces technologies. Comme probablement qu'un jour, si nos sociétés se maintiennent, on arrivera à faire de la fusion nucléaire. Mais avant que, voilà, entre ITER à l'heure actuelle qui arrive à tourner pendant quelques secondes ou quelques minutes, quand on aura le premier réacteur qui marchera vraiment et qu'on aura testé sa sécurité, et avant qu'on ait des réacteurs à tous les endroits où on a besoin de produire de l'électricité sur Terre, bon, à mon avis, on peut compter quelques décennies, voire quelques centaines d'années. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que la sobriété, vu qu'on est pressé par le temps, si on veut vraiment pas aller à la catastrophe en termes climatiques, on a 20 ans, 30 ans, quoi. Et encore, on est déjà un peu en train de se diriger vers des températures moyennement confortables à la fin du siècle. Hein. Parce que là, on est à plus 1,5, alors que c'était un des scénarios du GIEC qu'on espérait encore atteindre en 2015. Je dis pas que ça va pas potentiellement se stabiliser, qu'on va peut-être développer des techniques de capture et de séquestration de CO2 magiques. Encore une fois, la magie, ça marche bien dans Harry Potter, mais dans la réalité, c'est toujours un peu plus compliqué, quoi. Ouais.
c'est difficile, encore une question difficile. Ouais, alors, si le prix augmente fortement, nous faisons partie des pays riches. Donc nous, on pourra continuer. Mais par contre, quand je vous ai montré tout à l'heure les pays qui dépendent du pétrole pour faire leur électricité, tous les pays africains d'Amérique centrale, eux, ils pourront plus. On ne sera pas les premiers impactés par l'augmentation du prix du pétrole. Donc nous, on pourra continuer à vivre dans notre petite bulle des énergies carbonées pendant un certain temps. Le moment où ça va devenir trop cher, ou simplement où nos voisins vont fermer le robinet complètement, je ne sais pas quelles seront les technologies disponibles en Europe ou en France à ce moment-là. Mais d'ailleurs, on ne peut pas vraiment savoir, parce qu'en fait, les métaux des panneaux solaires et des éoliennes, ils ne sont pas chez nous non plus. Alors peut-être qu'effectivement, on reviendra à exploiter les restes des terrils de Saint-Étienne pour aller chercher les derniers petits grammes de charbon cachés dedans, ou alors on reviendra encore avant, on reviendra au bois. Et du coup, on peut dire au revoir aux couverts forestiers français, parce que finalement, historiquement, la première ressource pour fabriquer pour la machine à vapeur, c'était du bois. Donc on va probablement... Ça pollue aussi. Alors, ça pollue, mais en contrepartie, si on laisse la forêt grandir à côté, le CO2 qui est émis au moment de la combustion, il est recapté par les arbres qui grandissent. Voilà, donc se chauffer au bois, ça reste quand même beaucoup plus vertueux que de se chauffer au gaz. Par exemple, même si le gaz est le moins pire des 3 combustibles fossiles. Ah ça, on est tout à fait d'accord. Mais en termes d'échelle de temps, par rapport à la production ou à la création, pas la création, mais à la fabrication de charbon, de pétrole et de gaz, on est quand même sur des échelles de temps beaucoup plus courtes. Quelques décennies pour faire pousser un arbre. Si on fait ça de manière raisonnée, on peut y arriver. Le charbon, quelques centaines de millions d'années pour faire du charbon, on n'y arrivera pas, quoi. Voilà. Mais effectivement, on reviendra peut-être à exploiter nos pauvres ressources qui restent en charbon. Et clairement, alors sur la carte, sur une des cartes, on voyait que la France n'était pas complètement blanche pour le charbon, mais c'est des trucs très profonds, pas de très bonne qualité, difficilement accessibles. Et puis, pour aller exploiter le charbon, ben, on a besoin de pétrole, quoi. Il faut aller forer, enfin voilà. Et forer avec de l'électricité, les immenses foreuses, elles ne marchent pas à l'électricité, quoi. Mais comme on a besoin de combustibles fossiles pour fabriquer une éolienne, un panneau solaire, ou pour faire tourner une centrale nucléaire, hein. Pour fabriquer le béton de la centrale nucléaire, il y a aussi les combustibles fossiles derrière, pour faire le ciment, notamment, et les métaux. Mais il n'y a pas de solution miracle. Oui, je me souviens. Je suis, euh, je suis complètement d'accord avec vous. Clairement, la croissance ne pourra pas continuer comme elle continue. Ça, c'est quelque chose qui est simplement pas possible physiquement, en fait. On ne peut pas continuer, parce que la croissance, elle est dopée à notre croissance de consommation d'énergie. Le jour où on a moins d'énergie, la croissance s'arrête. C'est juste mathématique, voilà. On ne pourra pas construire des choses avec rien. C'est Lavoisier, quoi. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si on en met plus à l'entrée, on peut continuer à en mettre plus à la sortie. Mais à partir du moment où on en met moins à l'entrée, eh ben on en aura moins à la sortie aussi. Et effectivement, je pense que le développement des régimes autoritaires est en grande partie lié au problème des ressources. Alors ça peut être des ressources énergétiques, comme le pétrole, le gaz et le charbon, mais aussi des ressources alimentaires. Une partie des raisons pour lesquelles Poutine envahit l'Ukraine, c'est aussi que c'est le grenier à blé de l'Europe, quoi. Et donc, la nourriture, elle est là. Enfin, en partie. Après, la Russie, je ne comprends pas trop pourquoi ils s'inquiètent, parce qu'ils ont un territoire immense. Et puis, ça se réchauffe fortement sur le nord. Donc, si vraiment ils ont envie de faire pousser du blé de partout, il y a un moment ou un autre ou des endroits où ils arriveront à faire pousser de la nourriture. Mais clairement, il y a... quand on en revient à Trump tout à l'heure, hein, si Trump il cherche à annexer le Canada et le Groenland, c'est pour des questions de ressources. Et probablement qu'il y en aura d'autres qui auront des idées comme ça dans d'autres pays. Et donc oui, on risque de revoir un petit peu ce qui s'est passé au début du siècle dernier, même si c'était pas pour les mêmes raisons, quoi. Oui.
Alors, en partie oui, mais alors, je vais vous répondre de manière provocante, il va falloir sélectionner la partie de la population qu'on fait diminuer. Et clairement, on ne va pas aller s'attaquer aux pays d'Afrique où chaque Africain est à moins d'1 tonne de CO2 par habitant, alors que l'Américain moyen est à entre 20 et 30 tonnes et que le Qatari est à 60. Donc clairement, si on veut régler le problème climatique en jouant sur le facteur population, c'est nous qu'il faut réduire. C'est nous, les pays européens, les pays occidentaux. C'est en cours, mais c'est doux. Disons que si on voulait vraiment régler le problème climatique, il faudrait y aller de manière beaucoup plus drastique. Mais oui, c'est clairement politiquement incorrect. Donc je n'ai pas dit ça. Oui ? Alors, à l'heure actuelle, la crise de diversité, c'est deux facteurs principaux. C'est notre occupation de l'espace. Donc, clairement, derrière notre expansion de partout et la construction de nos bâtiments, de nos routes, il y a des combustibles fossiles. Et le deuxième facteur, c'est la surexploitation. C'est-à-dire qu'on a des super bateaux qui permettent de pêcher tous les poissons à un endroit. Et là encore, derrière, il y a des combustibles fossiles. Ou on a des super tronçonneuses qui permettent de couper toute la forêt, ou on a des super fusils qui nous permettent de tuer tous les animaux. Donc ça, c'est les deux premiers facteurs. Le troisième facteur dans la crise de biodiversité actuelle, c'est le changement climatique. Et donc là, derrière celui-là, clairement, les combustibles fossiles sont en cause. Vu que c'est eux qui sont responsables de la majorité de l'effet de serre supplémentaire. Donc oui, il y a clairement un lien entre... Alors, parce qu'en fait, il y a des déplacements de niche. Typiquement, en France, si on prend un exemple franco-français, la chenille processionnaire du pin monte de quelques dizaines de kilomètres tous les ans vers le nord en France ou en altitude. Alors, si elles y arrivent, c'est des papillons. Et les papillons se déplacent facilement. Mais typiquement, les arbres vont avoir du mal à se déplacer. Alors, on peut faire confiance aux petits écureuils ou on peut faire confiance à nous. Si nos arbres ne se déplacent pas suffisamment rapidement, à nous de planter les bons arbres aux bons endroits. Mais le truc, c'est que si on continue petit à petit à avoir un climat d'Afrique du Nord qui progresse en Europe du Sud, et dans l'Europe du Sud, j'inclus le sud de la France, typiquement autour de Perpignan, il pleut plus trop, il fait très chaud l'été, on est sur un climat qui se rapproche un peu de celui de l'Afrique du Nord. On se dirige vers ça quand même. Vous avez vu les +-5 degrés, pour le coup, le -5 degrés par rapport à l'actuel, ça nous amène avec un climat nord de la Scandinavie, le +5 degrés nous amène avec un climat de type Afrique du Nord, à peu près partout en France. À part peut-être en Bretagne, ou sur la côte atlantique, ou dans les Alpes, parce que on a la chance en France d'être en bordure océanique, et la majorité des précipitations viennent de l'ouest. Donc elles vont continuer à venir un petit peu chez nous, puis on a les Pyrénées qui font une barrière qui permettent de répartir un petit peu, puis on a du relief. Mais on va quand même, typiquement autour, je sais pas moi, dans une bande, en gros jusqu'à Lyon, on va quand même se retrouver avec des températures plus élevées, des précipitations moins fortes, on a déjà les cigales à Lyon. Voilà, autre migration d'animaux. Et donc, pour en revenir au problème du changement climatique sur la biodiversité, donc déplacement de population, mais aussi tous les événements de sécheresse, de tempêtes, d'inondations, la biodiversité, elle est aussi impactée par ça. Le scolite qui est en train de détériorer les forêts des Vosges, il s'est installé dans les Vosges parce qu'il fait un peu plus chaud. Avant, il n'y était pas. Donc ça, c'est aussi un problème de biodiversité. Une fois que les forêts ont disparu, les animaux qui vivent dedans disparaissent. Et donc ça, c'est vraiment la cause climatique de cette crise de diversité. Oui ? Au gaz de schiste ou au pétrole de schiste, non, tout le monde s'y intéresse un petit peu. Ouais, en Allemagne, en Pologne, les Russes font pas mal ça aussi. Oui, non, ils le font. Ah oui, non, c'est pas un truc qui est... Mais en fait, les États-Unis l'ont fait à une échelle industrielle. Vous avez vu la courbe, d'un coup, où triple la production de pétrole aux États-Unis. Mais en fait, on a mis tellement de moyens derrière ça qu'on a grillé toutes les billes d'un coup. En fait, ce qu'ils auraient pu avoir comme ressources qui auraient duré peut-être 50 ans, en 20 ans, il n'y en aura plus. Parce qu'ils y sont allés à fond. C'est Donald Trump. De toute manière, Donald Trump, il va toujours à fond, quoi qu'il fasse. Donc, voilà. Mais non, même nous, on a réfléchi à faire des gaz de schiste.
Bon, mais c'est accompagné d'un paquet d'autres problèmes. Enfin, l'exploitation des gaz de schiste, ça pollue les aquifères souterrains, ça va causer des tremblements de terre. Enfin, voilà, il y a plein des petits tremblements de terre. Hein. On n'est pas sur du magnitude élevée, mais il y a plein de problèmes inhérents à l'exploitation des gaz de schiste. Et puis, c'est énergivore, c'est pas rentable. En fait, financièrement, si ça replonge si rapidement aux États-Unis, c'est qu'une partie des gens qui se sont lancés là-dedans, ils gagnent pratiquement pas d'argent. En tout cas, pas autant que s'ils exploitaient du pétrole conventionnel. Bah, il y en a, quand on n'aura plus rien d'autre, on se rabattra là-dessus, quoi. Hein, comme on se rabattra sur le charbon, sur nos restes de charbon en Europe. Ou qu'on reviendra au bois, quoi. Eh ben, merci à vous.